Bonsoir et bienvenue dans la 93e, ou dois-je dire la 93e, spéciale OM-PSG, équipe complètement nouvelle pour cette émission. Vous voyez, pas de Ludo, pas de Mehdi, Mehdi va arriver, ne vous inquiétez pas. Mais en attendant, on se retrouve avec notre invité qui n'est presque plus un invité, bien entendu, Kevin. Kevin, spécial pour toi, en direct de Zagreb. Kevin, comment vas-tu? C'est ça. Ah, dans la chat. Salut Chris. Ouais, ça va, nickel. Arrivé tout juste à temps pour le match d'hier soir, mais ouais, ça va. Et toi? Pas trop fatigué? Non, ça va, j'ai eu toute la journée pour récupérer, donc au top. Ok, au top. Très content de t'avoir. Merci encore d'avoir répondu présent. Et un nouvel invité avec nous, un très grand connaisseur de l'Olympique de Marseille, bien entendu. Chiam qui nous fait le plaisir, l'honneur, la joie d'être avec nous pour cet épisode. Chiam, comment vas-tu? Je vais très très bien, très beau match, belle ambiance hier, avec une Ouais, voix un peu cassée par moment, mais c'est normal. Et grand connaisseur des années 2000 aussi en général, pas que l'OM, mais toute mon et enfance. plus. Après, tu peux Et me dire plus. un match, une journée, je te dis le buteur, le score, etc. Ça, j'aime trop. Magnifique. Et alors, juste pour parler de ça, on vous a parlé la semaine dernière d'un quiz spécial qui allait arriver bientôt dans la 93e. On vous en dit pas plus pour le moment, mais on organise un petit jeu édition spéciale aussi, donc ça risque d'être très très intéressant. Restez à l'écoute, bien entendu. Mehdi va nous rejoindre d'ici une dizaine, quinzaine de minutes, donc on va le laisser arriver tranquillement. Et pour une édition spéciale au MPSG, bien entendu, on va commencer par ça directement parce que c'était l'affiche phare de cette journée de Ligue 1. Chiam, tu étais au stade avec moi. Kevin, tu as pu voir un peu pendant ton transit, pendant ton petit voyage en Croatie, le match. Qu'est-ce qu'on doit retenir déjà de ce match nul 0-0? Est-ce qu'on doit retenir l'effet extra-sportif? Est-ce qu'on doit retenir le match en lui-même, le PSG qui n'a pas été forcément incroyable, l'OM qui a su tenir après plusieurs matchs joués, dont l'Europe? Qu'est-ce que vous retenez, Chiam? Qu'est-ce que tu retiens de ce match? Premièrement, l'ambiance. On met toujours en avant le gros avantage de l'OM par rapport à la ferveur des supporters. Quand Mhm. Leonardo dit que Marseille, c'est un club, et Paris, ça n'est pas un club, c'est pas des supporters, mais des spectateurs. Ben, hier, ça a été le cas. On l'a démontré en chantant du début à la fin, quitte à s'égosiller. Après, en termes de contenu, offensivement, on n'a pas été efficace. Mais après, si tu reviens sur la partie défensive, entre le match de la Lazio et le PSG, s'il y a 2 mois, je te dis, on prend pas de but sur ces deux matchs, voilà, c'était pas possible. Quand on se prenait des deux buts à Montpellier, etc., c'était pas la même période. On avait une défense qui était Fébrile? pas au niveau qu'elle est aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, en termes défensifs, on a été très, très bon. Donc plutôt Donc, l'aspect défensif côté olympien en ouais. tout cas et les supporters. Kevin, je te voyais un peu rigoler par rapport à tout ça, par rapport à La la déclaration ferveur. de Leonardo. Qu'est-ce que tu en penses? Non, c'était un beau match. C'était un beau match. Ma petite sœur a regardé aussi les deux classicos, du coup, celui Real Barça, enfin Barça Real, et ensuite donc le match au Vélodrome. Mhm. Et c'est vrai que c'était un 0-0, mais un bon 0-0. Dans le contenu, il y a eu pas mal d'actions, pas mal d'opportunités. Bien sûr, il y avait une ferveur. J'avais même des proches à moi qui ont pu faire le déplacement depuis Bruxelles pour aller jusqu'au Vélodrome. Et ils m'ont dit que justement, au niveau des retours, c'était dingue et tout. Mais voilà, je mettrai quand même un petit bémol par rapport à certains faits extra-sportifs, mais on en parlera plus tard. Mais dans le jeu, c'était un OM solide, un OM surprenant, un OM qui a quand même pris des initiatives. C'était intéressant. Et côté Paris Saint-Germain, on a toujours l'équipe en rodage, mais d'un point de vue comptable, le bilan côté Paris Saint-Germain reste excellent parce que au final, depuis le début de la saison, c'est uniquement 4 points de perdus. Ouais. Et ça, pour le coup, c'est vraiment, vraiment, enfin 5 points de perdus au total. Mais ça, pour le coup, c'est vraiment du très, très, très haut niveau après 11 journées. Alors, on va attaquer tout de suite. On va parler du Paris Saint-Germain, justement. Juste avant, on va saluer tous ceux qui nous regardent, bien entendu, et qui nous écoutent en live sur Twitch. Je le rappelle, 20h ou 20h30, exceptionnellement, comme aujourd'hui, sur Twitch tous les lundis. En podcast, juste après les émissions, et sur YouTube aussi, en vidéo. Il y a Joël avec nous.
Il y a plein d'autres personnes aussi qui sont là. Donc merci à tous de participer, hein, bien entendu. Vous nous aidez énormément. N'hésitez pas à follow et à partager. Joël qui nous dit ça avait l'air serré entre les deux équipes. Dommage que les buts n'étaient pas valides. Alors, concernant les buts, il y a effectivement deux positions de hors-jeu. On parle beaucoup d'arbitrage lorsqu'il y a des hors-jeux au millimètre près. Euh, pour vous, rien de choquant sur que les deux buts soient annulés, c'est tout à fait normal, pas de choses à redire par rapport à ça. Chiam. Peut-être que tu vois le but de Neymar, là, je suis objectif, hein, mais s'il n'y a pas la VAR, il ne siffle pas parce qu'il est vraiment. Ouais, il y a 5 centimètres. Hein. Un pointu Quand j'ai du revu pied. l'action, ouais, Ouais, c'est vraiment. Mm. Il faisait du 39, il n'y avait pas hors-jeu. ouais. Donc, heureusement qu'il y a la VAR sur ce but-là. Heureusement qu'il y a la VAR Et après, pour l'OM, sur les là voilà. Ouais. pour le PSG aussi, effectivement. Mm. Concernant le carton rouge qui a été distribué après la VAR aussi, encore une fois, on a cru au penalty, nous, Chiam, en direct. Est-ce que le carton rouge, selon vous, est trop sévère? Parce que c'est la règle. Anéantissement d'une action de but et dernier défenseur. Chiam, je pense que toi, tu vas me dire que non, pour toi, c'est tout à fait légitime ce carton rouge. Et en plus, si je peux me permettre, dans ma carrière de jeune, j'étais un peu arbitre. Donc, en tant qu'ancien arbitre, je peux aussi te répondre que dernier défenseur, occasion de but manifeste, c'est carton rouge. Kevin, Donc, on en parlait c'est dans juste les règles. avant. Kevin, on en parlait juste avant. Moi, à ce niveau-là, Hakimi le défend très mal. Hakimi défend très, Il très, pouvait très mal. mieux faire. J'ai redécortiqué l'action ce midi. J'ai regardé vraiment les séquences seconde par seconde et effectivement, il y a beaucoup de manquements en fait. Et je dirais que ça part même depuis une corner en fait, parce qu'il faut savoir que si on remonte un peu l'action, il y a un corner côté parisien. Neymar s'en va pour aller tirer le corner et s'arrête parce qu'il y a des jets de projectiles. Mhm. Donc, il y a ensuite la mise en place d'un filet de sécurité autour du poteau de corner, avec notamment des policiers en civil avec des boucliers, etc. Puis Neymar se rapproche du poteau de corner pour aller tirer ce corner-là. Tout à fait. Ouais. Et quand on s'arrête sur la séquence, au fait, la plupart des Parisiens sont au niveau du premier poteau. Messi se désintéresse du ballon et se retrouve limite en retrait au second poteau. Et il y a une sorte de cordon en fait autour de Neymar de 3-4 Marseillais qui couvrent justement le premier poteau, le point de pénalty, éventuellement euh, l'entrée de la surface de réparation. Et Ney balance le ballon au niveau du premier poteau, c'est renvoyé par Rongier, puis ensuite on a la contre-attaque, certes interceptée dans un premier temps par Nuno Mendes qui loupe, ça passe vers Neymar, et puis là on a la suite qu'on connaît. Et je trouve que Paris joue mal le coup parce que quand tu tiens compte du contexte, du fait que Neymar soit déconcentré parce que voilà, il y a des jeux de projectiles, il va devoir tirer rapidement son corner sans forcément se concentrer. L'une des options pour moi, qu'il aurait dû prioriser, c'est jouer en deux temps avec Di Maria. Que Di Maria aille demander le ballon pour pouvoir justement, comment dire, le jouer en deux temps, décaler un peu le bloc marseillais, et puis donc du coup éviter de s'exposer de la sorte à un contre. Et quand on voit ensuite la suite de l'action, la superbe passe de Payet à destination de Dunder, où là, j'avoue que Ouais. j'ai rien à dire. Le mec l'envoie comme il faut. Under a une conduite de balle correcte, hein, je ne vais pas dire extraordinaire. Et ensuite, Hakimi et Gay, parce que Hakimi se retrouve en deux contre un. Il n'a pas d'autre choix que de courir du côté d'Under parce qu'il y a la menace de Milik ensuite qui est assez présente de l'autre côté. Et il juge très mal la trajectoire. Le contrôle d'Under est un peu long. Il le touche à peine au niveau de la cuisse, ça le déstabilise. Et puis voilà, carton rouge. Donc je pense que c'est une accumulation d'erreurs. Le corner aurait dû être tiré différemment. Nuno Mendes loupe, ça passe à destination de Neymar. Et je dirais que dans l'ensemble, en fait, c'est le basculement, la transition défensive du Paris Saint-Germain qui a été très mal gérée. Qui a été très très mal gérée parce que avec la relance de Nuno Mendes, Kipembe et Marquinhos anticipent en fait le ballon à Mhm. destination de Neymar pour rejouer un second ballon, alors qu'en fait il fallait juste remonter, peut-être en laisser un des deux. Mais après voilà, on pourrait refaire le match, ils vont avoir des séances vidéo pour analyser tout ça. Mais c'est une accumulation d'erreurs et le carton rouge à ce moment-là est inévitable. Après, mon côté supporter pourrait me pousser à dire voilà, l'arbitre aurait peut-être dû faire preuve de psychologie en se disant que voilà, le corner n'était pas tiré dans de bonnes conditions
et donc peut-être juste attribuer un coup franc et un carton jaune, mais dès lors qu'il va avoir la VAR, c'est terminé. Il peut pas faire Parce autre que chose. la VAR, en fait, voilà, il peut pas faire autrement. Ouais, À ouais, partir du moment où il a les images, il peut faire autrement que carton rouge. exactement. Oui, Donc parce voilà, que après, j'ai trouvé que. la VAR doit, si la VAR revient sur une action qui n'est pas penalty, c'est pour mettre un carton rouge. C'est ça, C'est le seul motif. exactement. Une erreur manifeste ouais, pour un carton rouge, c'est ça. Exactement. Hors-jeu, carton rouge et penalty. Exactement. Tu parlais juste des filets amovibles de sécurité qui ont été déployés. On a vu ça dans plusieurs stades, à Marseille, à Nice. À savoir que pour l'avoir vu en vrai, et Chiam, je sais pas si tu es d'accord avec moi, honnêtement, ils servent à rien. Clairement, ils ne servent à rien. C'est très facile de passer au-dessus. Par contre, et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est pas des supporters qui font ça et c'est pour le bien du football, c'est vraiment pas très intelligent. À savoir juste que les capots des groupes de supporters ont bien annoncé plusieurs fois avant le début du match, quand ça se passait, de ne pas jeter de projectiles sur la pelouse. Donc c'était vraiment pas les groupes de supporters qui voulaient ça. C'était quelques Mais comment est-ce qu'ils sont individus. rentrés avec les bouteilles dans le stade? Est-ce qu'il n'y a pas Alors, je de pense contrôle à l'entrée? que aujourd'hui, quand on passe à la sécurité d'un stade, c'est très facile de passer comme on veut avec ce que l'on veut. Donc peut-être qu'il y a un problème à ce niveau-là, effectivement, pour les bouteilles, entre autres. Pour les petites boulettes de papier, il y a eu un magnifique tifo avant le début du match. Et d'ailleurs, très gros travail de la part du virage sud et du virage nord des Marseillais qui ont fait le show, clairement. On pourrait avoir la même discussion pour les fumigènes. Est-ce que les fumigènes ont leur place, autant de fumigènes dans un stade? C'est une des polémiques aussi qui peut avoir lieu. Et d'ailleurs, la Ligue, pour tout ça, pour jet de projectiles, utilisation d'engins pyrotechniques, pourrait enlever des points à l'Olympique de Marseille. Je crois qu'il y a un point, Chiam, tu me coupes s'il y a Un Un point de sursis, ouais, sursis, un point en c'est ça. sursis, ouais. mais il y a un appel qui a été fait, donc en principe, la décision va être annulée. Mais Ok. si c'est pas annulé, il y a bien le point qui est retiré. Donc Et pour revenir potentiellement, dessus, oui, tu as raison sur le capot, il a dit de pas. On peut huer sur les corners. Moi, jette aucun projectile et les personnes qui jetaient les projectiles, ben, justement derrière, se faisaient sortir. Et deux autres choses, c'est aussi des côtés gagnés, les ouais, tribunes qui sont pas effectivement. forcément des supporters, c'est eux qui lançaient. Effectivement, c'est vrai que ça passait plus côté tribune et pas côté virage. Et bien entendu, c'est à souligner et c'est pas forcément, comme on le dit, hein, c'est pas très fut-fut de faire ça. On va parler des deux équipes. On va commencer par le Paris Saint-Germain, Kevin. Est-ce que la dernière fois, on parlait de Pochettino, pardon, qui avait peut-être atteint ses limites. Aujourd'hui, il y a eu un match contre Leipzig en pleine semaine où le Paris Saint-Germain s'est fait bousculer énormément par les Allemands, avec un très gros Keylor Navas encore une fois. Est-ce que réellement le Paris Saint-Germain de Pochettino montre ses limites avec les quatre fantastiques, comme on les appelle? Est-ce que ça peut s'améliorer ou est-ce que réellement ça pourra pas aller plus loin? Parce que trop de grosses têtes, parce que trop de niveau, parce que tout le monde veut être la star? Non, mais je pense que, ne serait-ce que pour commencer avec Messi, Messi il a disputé que 4 matchs de Ligue 1. Au niveau des quatre fantastiques, si on peut associer simplement les quatre, pour moi, c'est un 11 type. Et il ne faut pas juste inclure les quatre et exclure les autres. Mais non, ils n'ont pas suffisamment joué ensemble. Ils n'ont pas suffisamment joué ensemble. On n'a pas encore l'impression que Pochettino ait des principes de jeu clairs et définis. Parce que quand on voit jouer Liverpool, quand on voit jouer des équipes comme le Bayern de Munich, on voit une vraie identité, on voit un vrai collectif, on Ouais, voit des principes de jeu clairs, on voit des courses, des circuits de passe, etc. Côté Paris Saint-Germain, on voit, je dirais, beaucoup plus de joueurs qui vont porter le ballon. C'est pas forcément une critique, mais après, voilà, il faut qu'il y ait des appels, il faut qu'il y ait des mouvements autour. mhm. Et on n'a pas l'impression que le Paris Saint-Germain, pour l'instant, a trouvé cet équilibre-là. Donc c'est triste, donc c'est fâcheux. Donc effectivement, on est très exigeant avec eux, on en attend mieux. Pochettino a sorti une super interview dans le JDD que j'ai pu lire hier soir du coup pendant mon trajet, où il expliquait que à Paris, contrairement à ses anciennes expériences, notamment à Southampton et à l'Espagnol Barcelone, l'obligation, c'est pas forcément la manière, mais l'obligation, c'est la victoire. Donc en fait, quand ils rentrent sur le terrain, la seule pression qu'ils ont, c'est de gagner. Donc en gros, tu t'en fous de produire un beau jeu attractif,
Ce qu'il faut, c'est les 3 points. Mais en fait, ça leur laisse moins le temps de travailler. Après, Pochettino, c'est vrai qu'effectivement, l'an dernier, j'avais ce côté un peu indulgent où je me suis dit, voilà, il arrive en cours de saison, il a un effectif qui est déjà fait, et donc c'est plus difficile d'entre guillemets, d'ajuster et d'imprimer sa patte. Aujourd'hui, il a eu, enfin, ça fait 10 mois qu'il est au Paris Saint-Germain, il a eu tout un été où justement il a pu peaufiner son effectif. Après, effectivement, on te fait venir Messi, tu peux pas dire non. Tu peux pas dire non, l'équipe était plutôt construite autour de comment ça s'appelle, de Mbappé et Neymar, et puis ensuite tu as un gros pôle qui s'installe à nouveau dans l'équipe, donc il faut trouver l'équilibre, et on n'a pas l'impression qu'il définisse, ne serait-ce qu'en conférence de presse ou au travers des schémas tactiques qu'il met en place, une vraie identité de jeu. On ne sait pas si c'est une équipe qui va plutôt essayer de jouer la possession, une équipe qui va avoir un contre-pressing assez agressif, une équipe qui sait défendre collectivement, en fait, parce que finalement, on a des joueurs qui sont très bons balle au pied, qui sont très bons dans les petits espaces, mais à la perte de la balle, c'est très, très, très complexe. À la perte du ballon, enfin, on l'a vu sur l'action qui entraîne les cartons rouges, on a du mal, en fait, comment dire, à avoir une sorte de maîtrise au niveau de cette équipe-là. Contre City, ils s'en sortent un peu miraculeusement parce qu'effectivement, c'est un match de très haut niveau et les joueurs sont plus concentrés parce qu'au final, c'est ça qui les intéresse. Des joueurs d'un tel niveau, s'ils n'ont pas un Tu choisis tes adversaire, matchs. entre guillemets. Je dirais pas qu'on choisit les matchs, mais après, c'est comme dans tout. Il va y avoir justement un supplément de motivation quand on se dit, voilà, on affronte une équipe du top 4 européen. L'OM, c'est différent et maintenant, les joueurs ont une approche plus sérieuse de ce type de match. Je me souviens d'il y a 5 ans, lorsque Paris va au Vélodrome et fait un match nul, Kylian Mbappé qui dit que pour Marseille, c'est le match de l'année. Pour nous, c'est un match comme un autre. Effectivement. Il y a juste 3 points à prendre. C'était quelque part un petit manque de respect, mais effectivement, à ce moment-là, l'OM n'était pas au mieux. Paris ne faisait qu'aligner des victoires 2-0 ou des victoires entre guillemets sans saveur, mais cliniques quelque part. Et je salue le travail qu'a effectué l'Olympique de Marseille sur ces 3-4 dernières années, parce qu'effectivement, cette rivalité commençait à battre de l'aile, et c'était dommage, parce qu'on avait l'impression maintenant que côté OM, le vrai derby, c'était contre Lyon, c'était des matchs contre Nice, c'était des matchs contre Monaco ou Bordeaux, et plus tant que ça contre le Paris Saint-Germain. Donc on a vu une belle opposition. Je pense que ça va également aider le Paris Saint-Germain à hisser son niveau de jeu. L'ambiance aussi du Vélodrome, l'hostilité qu'on a pu avoir dans le stade, c'est quelque chose qui doit forger le groupe. Mais dans cette équipe, en fait, ça manque de leaders capables de sonner la révolte. On avait fut un temps Ibrahimovic qui était capable, en fait, par un éclair de génie, de dire, bon les gars, maintenant ça y est. Mbappé le fait depuis le début de la saison, il ne peut pas être à 100% tous les jours. Donc voilà, pas de surprise de mon côté. Pochettino, il doit beaucoup travailler. Quand je dis beaucoup travailler, il a énormément de travail. Je dirais pas qu'il a atteint ses limites, encore une fois, parce qu'on n'a même pas vu l'empreinte Pochettino. Tuchel, Unai Emery, on a pu voir leur dogme, on a pu voir justement ce qu'ils voulaient mettre en place. Aujourd'hui, franchement, si on parle du passage de Pochettino, je suis incapable de dire ce qu'il a vraiment mis en place, à part peut-être le travail qu'il a fait sur Mbappé, qui est devenu un peu plus clinique en pointe, mais sinon, c'est le meilleur. Tu le trouves plus clinique, Mbappé en pointe? Parce que moi, je trouve qu'il est En tout utilisé cas, pas à son poste et c'est dommage de se passer de ça quand même. non, en tout cas, sur la phase d'élimination directe en Ligue des Champions l'an dernier, il était beaucoup plus clinique. En fait, il avait travaillé, ils ont fait un travail spécifique avec Mbappé en lui expliquant justement quel était le moment idéal pour lui de frapper lorsqu'il courait. Et donc, en fait, ils ont découpé le terrain en plusieurs zones avec les adjoints de Pochettino et ils lui ont dit, voilà, quand tu arrives dans cette zone-là, c'est ta zone de tir. C'est le moment où tu es le plus efficace, comme une zone préférentielle, en fait, tout simplement. Et c'est ce qui fait que, notamment face au Barça, face au Bayern, il a été beaucoup plus efficace contre City. Il est blessé, donc effectivement, c'est très difficile pour lui. Et pour le retour également, il a eu quelque part beaucoup de mal. Donc, je crois même que le retour, il joue pas. Il joue l'aller blessé, le retour contre City, il le joue pas. Donc pour moi, Pochettino, c'est le seul vrai travail qu'il a effectué, c'est sur Mbappé, sur le reste de milieu de terrain. Ça reste le néant, et pourtant, on n'a pas eu tant de nouveaux joueurs. On a peut-être Wijnaldum qui est arrivé, mais au niveau de Guy Verratti, mettre Verratti en 10, puis finalement le mettre en 6 contre City, ça manque de cohérence. Ça manque de cohérence. On pourrait faire toute une émission autour de Pochettino, et je salue Mehdi qui vient d'arriver et je pense qu'il partage le même avis que moi. Effectivement, Ciao les gars, comment allez-vous? Messi, Désolé pour le Messi, retard. le lapsus révélateur. Mehdi qui nous a rejoint, on a perdu Chiam, par contre.
On a perdu Chiam, on avait parlé de l'OM, on a perdu Chiam, je pense il va arriver, ne vous inquiétez pas. Il arrive. Il est Ça y là. est, he's back. Mehdi, comment vas-tu? Ça va bien et vous? Désolé pour l'arrivée tardive Mais des, voilà, des impératifs professionnels. aucun problème, très content que tu puisses venir quand même, malgré ces impératifs. On parlait du Classico, hein, comme tu le sais, spécial OM PSG. On a fait le tour un peu du Paris Saint-Germain avec une très belle analyse de Kevin justement. Kevin qui, je le répète, hein, en direct de Zagreb. C'est à noter quand même, parce que je pense que c'est la Ah, seule fois et la dernière fois que ça arrivera dans la 93e. Donc on le Va souligne. savoir. pas sûr, pas sûr. On Oui, sait pas. c'est vrai, Eh on va ouais. pas s'avancer. C'est vrai, c'est vrai. C'est une destination régulière, tu sais. Notre envoyé spécial à Zagreb en permanent, tu sais. Oui, c'est vrai. Si C'est on vrai, devient c'est un vrai. grand média, on sait pas, tu sais, peut-être on aura besoin d'envoyés spéciaux à Zagreb. C'est vrai. Ouais, si Marseille joue un match à Zagreb, pourquoi pas? Je Ouais, pourrais couvrir le match. carrément, Pourquoi pas? carrément. Pourquoi pas en Conférence League? Comme ça va Mm. certainement Ouais. se profiler pour l'Olympique de Marseille. Merci Kevin pour cette petite analyse du Paris Saint-Germain. Chiam, je me tourne vers toi. On va parler un peu de l'OM. Toi, le spécialiste de l'Olympique de Marseille. Tu parlais de la défense tout à l'heure de l'Olympique de Marseille. Est-ce que contrairement, je pense que la question est assez simple, contrairement à Kevin qui parle de Pochettino, est-ce que tu vois toi l'empreinte de Sampaoli depuis qu'il est arrivé à l'Olympique de Marseille? Est-ce que tu vois des changements de la Grinta peut-être qui a apporté un peu plus qu'auparavant? Totalement, totalement. Alors effectivement, par rapport au PSG, comme c'est plus dans le résultat, donc ils vont plus regarder les points. Comme il a dit, ben, il n'y a que 5 points perdus. Il y a la défaite à Rennes et le nul à Marseille. On misait que des victoires, mais des victoires à l'arraché sur les fins de match. Après, sur la partie OM, si on reprend, sur la partie OM, Ok. je suis énervé là. Je pense que tes filles regardent la 93e et elles sont peut-être pas d'accord avec toi. On va retrouver Chiam, hein, ne vous inquiétez pas. Ah voilà, laisse tomber. Donc je reprends, excuse-moi. Donc oui, avec Sampaoli, on sent vraiment un système différent. De sanctionner les trois défenseurs. Je reprends juste un exemple sur le match de Montpellier, le tout premier match où tu vois Saliba qui fait un dédoublement et c'est lui qui centre. C'est le défenseur central qui fait ça. Il n'y a aucune personne qui fait ça actuellement. Sa formation, il n'y a personne qui l'a mise en place aussi. Sur les 4-5 premiers matchs, il y a un effet de surprise qui fait qu'on a plus d'occasions. Après, tu as Lens qui a très bien su déjouer parce qu'ils ont un très, très bon technicien qui est Frank Heinz, qui est un entraîneur terrible en Ligue 1 et qui ira très loin. Ils sont deuxième. Ouais, il est Ils très sont très bon. deuxième, effectivement. Et Il peut-être est le trop. meilleur entraîneur français en activité. Ah, il y a Galtier qui est pas mal aussi. Galtier, franchement, il est très très bon aussi. Mais pour moi, je les mets. Et les deux sont dans le championnat de France, ce qui est super intéressant. Ouais. Ils ont deux manières de jeu qui est terrible. Et Sampaoli met vraiment son empreinte. Après, nos limites, ça va être vraiment dans le sens où si on n'a pas trop dépendant de Payet aujourd'hui, s'il est moins bon, on va pas forcément marquer. Ou sinon, on va se remettre sur un écart de Gini en Monaco sur Dieng, par exemple. Mais voilà. Il manque, tu vois, ce côté finition, même si Milik qui marque, au final, si tu remarques, il a une occasion, il la met dedans. Il n'a pas besoin d'un milliard d'occasions, mais voilà, il manque encore quelques petits éléments offensivement pour être bien. Après, en termes de contenu, c'est magnifique. Hein. Aujourd'hui, même un supporter non marseillais ou quelqu'un qui n'aime pas le foot, il regarde l'OM, il peut apprécier. Je prends l'exemple du match, encore une fois, de Montpellier-Marseille ou de Monaco, où tu vois de l'envie. Guendouzi, ben, c'est à l'image de l'OM. C'était un joueur pas forcément. Enfin, il était bien Arsenal, mais ce n'était pas le joueur qu'il est aujourd'hui à Marseille. Avec devant, derrière, la grinta, il est au four et au moulin, il est doublé contre l'Orient, il s'arrache pour marquer à la 90e minute en taclant. C'est l'esprit marseillais qu'on attend, nous, supporters en tout cas. Ben, hier, par exemple, malgré le 0-0, on les a félicités comme s'ils avaient gagné le Classico. Pourquoi? Parce qu'on a vu qu'ils se sont battus. Ils ont mouillé le Donc, maillot, effectivement. voilà. Après, si demain, oui, ils ne mouillent pas le maillot, je reprends les années Garcia, peut-être, par exemple, ou un peu plus loin avec Passy ou Mitchell, ça n'a rien à voir. Est-ce que tu parles de mouiller le maillot et c'est effectivement ce qui est reconnu à Marseille par tous les supporters. Est-ce que toi, personnellement, tu aurais préféré que l'OM prenne plus de risques, quitte à perdre le match, mais à encore plus mouiller le maillot, à encore plus pousser sur des phases offensives, quitte à être contré, ou est-ce que tu te satisfais quand même d'un match nul 0-0 comme ça, on a effectivement mouillé le maillot comme tu dis, mais est-ce que tu te satisfais de ça?
Après, je vais te donner l'exemple de Bielsa, par exemple, sur un match où on perd à domicile 5-3 contre Lorient. Parce qu'à la fin, on mène, mais on veut quand même marquer. Et on perd ce match. Il y a un juste milieu à avoir, mais effectivement, sur le match d'hier, peut-être aller un peu plus loin, quitte à ce qu'on perde le match. Mais c'est vrai qu'une dépôt d'énergie supplémentaire aurait pu le faire. Après, pas oublier une chose, il y a eu la Lazio en milieu de semaine, il y a Nice qui arrive dans 3 jours. Il y a aussi ça à prendre en compte. Et en termes de repos, Paris, il y a eu 2 jours supplémentaires aussi. Donc, il y a tous ces éléments qu'il faut prendre en compte. Mais non, après, c'est bien, comme je te dis. Après, le positif que je retiens, c'est qu'on ne prend pas de but. Ouais. Et alors, ça, c'est très, très bien. tu parlais de mouiller le maillot. Effectivement, encore une fois, je rebondis dessus. La seule équipe olympienne récemment qui nous a fait penser à ça, c'est celle de Bielsa. Et on parlait justement que Bielsa demandait trop, même si l'OM gagnait, de toujours pousser. Est-ce que l'équipe de Sampaoli a réussi à trouver justement ce juste milieu? Et c'est là où ça peut être bien sur le long terme? Alors, il y a un juste milieu. Il y a aussi la différence avec l'équipe de Bielsa, c'est que là, il n'y a pas 11 joueurs comme avec Bielsa qui avaient les mêmes. Il avait 12-13 joueurs, Bielsa. Il avait Carlos Ça fait Sandrini qui tourner. rentrait. Là, il a vraiment 18 joueurs qui peuvent jouer. Il peut faire jouer Aminarit s'il a envie. Gerson, qui est le plus gros transfert, qui était le titulaire, aujourd'hui, il n'est plus parce que Rongier, il mouille le maillot, justement. Et c'est là la différence, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui jouent, c'est ceux qui mouillent le maillot. Quand tu mets Camara, Guendouzi, Rongier au milieu, que tu enlèves Gerson, parce que justement, c'est les joueurs qui cavalent le plus, c'est ceux qui ont la plus grosse VMA en termes de football, donc ceux qui sont aptes à répéter les efforts. C'est sur ça que ça va jouer. Et elle est là la différence par rapport à Bielsa. Ouais, d'ailleurs, on a vraiment hâte d'avoir Camara au Milan. Hein. Vraiment, merci beaucoup de le préparer comme ça, les gars. Ça nous fait plaisir. Hein. Faut pas hésiter à le faire bien courir. Hein. Non, il n'y a qu'un club à Milan et c'est l'AC Milan. Ouais. En attendant le rachat, peut-être qu'il y aurait un trio, on ne sait jamais d'où ça vient. Nous, on prend des joueurs de foot, on ne prend pas des danseuses, c'est pas grave. Mehdi, c'est qui a gagné le championnat l'année dernière en Italie? Je sais pas. C'est je crois que le club de Milan. Annulé le championnat, tu sais, comme en 93, pareil. Mehdi, on parlait de Guendouzi tout à l'heure justement. Ouais. Et je connais ton amour pour Matteo Guendouzi, bien évidemment. Tu adores parler de Matteo. C'est ton joueur fétiche, bien entendu, hein, quand il était à Arsenal, avec ses petits ballons. C'est vrai il était un peu sous ton aile, on peut le dire. Depuis son arrivée à Marseille, on en a beaucoup parlé. Est-ce que tu vois vraiment une évolution? Est-ce que pour toi, de toute façon, un joueur ne change pas et ça restera, il peut très rapidement retomber dans ses travers que l'on connaît, ou la maturité peut faire en sorte que ça aille un peu mieux quand même? Alors, il y a deux choses. Effectivement, il y a la maturité. Hein. Ça, je suis d'accord avec toi. Après, j'ai pas l'impression que la maturité ait touché Guendouzi. J'ai l'impression qu'il a besoin d'un entraîneur qui soit vraiment, comment dirais-je, qui ait une vraie connexion avec son entraîneur. En l'occurrence, c'est le cas avec Sampaoli. Donc, pour l'instant, ça se passe bien. Après, des caractères comme Guendouzi, c'est pas le premier qu'on a dans le football français, même dans le football international. Tu vois, je vais prendre par exemple. Comment il s'appelle, Raja Nengolan en Italie, c'est exactement la même chose. Ce sont des joueurs qui, des fois, pendant une saison, se tiennent bien, sont super forts, parce que Guendouzi, je critique pas sa qualité footballistique intrinsèque, hein. C'est pas du tout ça. C'est un bon footballeur quand il a la tête sur les épaules. C'est un bon footballeur. Pour l'instant, Sampaoli le maintient sous pression, mais dans une pression positive. Il lui a donné des responsabilités. Il ne déborde pas comme à Arsenal, par exemple, parce que je t'entendais dire, Chiam, qu'il était bon à Arsenal. Il a fait quelques bons matchs, mais en fait, tout d'un coup, à un moment donné, je crois qu'il n'a pas géré la pression, il n'a pas trop su où était sa place, et puis tout d'un coup, c'est parti en sucette, il s'est embrouillé à l'entraînement, etc. Parce que je pense qu'il s'est senti investi d'un rôle qui n'était pas forcément le sien, en étant un jeune joueur dans un club comme Arsenal. Et je pense qu'il a fait des remises en place à ses coéquipiers qu'ils ont pas forcément bien pris et c'est normal parce que je pense pas que c'était peut-être pas son rôle non plus et pour l'instant à Marseille en tous les cas c'est clair que c'est la meilleure version de Guendouzi je pense qu'on a depuis le début de sa carrière très honnêtement je pense hein, quand tu prends le recul maintenant
je suis quasi sûr que s'il commence à y avoir de l'eau dans le gaz avec Sampaoli, on va revoir malheureusement, parce que Guendouzi, très clairement, c'est un très bon joueur. Je discute pas ça. En revanche, c'est Dr Jekyll et Mr Hyde, et il est très possible qu'il redevienne Mr Hyde très rapidement si les résultats commencent à plus aller, si Sampaoli commence à lui rentrer un peu trop dedans, etc., etc. Mais sinon, à part ça, après des joueurs caractériels dans le foot, bah, on en a eu plein, et puis c'est bien, et puis tant mieux, quoi. Ça donne un peu de sel dans le football, quoi, tu vois. C'est cool, Ouais. quoi. Et puis Cantona. après, effectivement, bon après, on va pas parler de Cantona et Guendouzi. Je pense que ce serait une insulte pour Matteo Oui, c'est une Guendouzi. insulte au talent de Cantona, qui se raconte. D'ailleurs, tu ressembles vachement à Canto, un petit peu, hein, quand même, Chiam. Enchanté de te rencontrer, d'ailleurs. Non, Et, avec plaisir, mais non. donc voilà, donc non, Guendouzi, là, en tous les cas, il fait un très bon début de saison. Il faut lui laisser ça, hein, franchement. Parce que tu vois, avec le Hertha Berlin, je sais pas si vous vous souvenez de la saison dernière, avec le Hertha Berlin, il fait un très bon début de saison avec le Hertha. Finalement, en fait, il s'essouffle assez rapidement. Et je pense aussi que, en même temps, l'énergie vitale du Hertha Berlin s'est vite essoufflée aussi. C'était assez moche. Faut avoir envie d'aller jouer pour le Hertha, hein, surtout l'année dernière. Ouais, absolument. Donc voilà, j'espère pour Marseille que ça va rester comme ça. Hein. C'est bien. Mais il a besoin d'un entraîneur qui a vraiment du caractère. Ouais. Ça tombe bien, Sampaoli, je pense qu'il en a un tout petit peu. Dans les commentaires, il y a Joël qui nous dit prochain match contre Nice, qui a gagné contre l'OL, effectivement. Match. OL ou pas? On n'en a pas encore parlé, on va en parler juste après. Match de la 3e journée, si je ne dis pas de bêtises, qui a été annulé. Match à rejouer. Au suite des débordements d'un jet de bouteille sur Dimitri Payet, on s'en souvient. On parlait de faits extrasportifs, et je vais y arriver, je suis désolé. Faits extrasportifs en début d'émission. Kevin, t'en as noté plusieurs. Les boulettes de papier, les bouteilles d'eau jetées, un jeune individu qui s'est immiscé, que je n'avais même pas vu, parce qu'il était habillé tout de blanc vêtu. Je l'avais même pas vu. Choqué, perso. Et je l'avais pas vu arriver. Ouais, exactement. C'est ce qui t'a le plus choqué, Kevin? Ouais, dis-nous. Ouais, parce que Paris, on est dans la dernière demi-heure de jeu. Paris est réduit à 10. Paris s'en va en contre-attaque. On a Messi qui porte le ballon, qui part du tiers droit du terrain et qui repique gentiment vers l'axe. Donc les Marseillais commencent à se replacer. Et là, quelqu'un vêtu d'une veste blanche débarque, se rapproche du porteur du ballon et on se pose tous la question. On se dit, mais qui c'est? Enfin, on réalise que c'est pas forcément un mec du staff, que c'est pas un joueur de l'OM et que c'est un supporter qui débarque et qui s'approche du porteur de ballon. Donc forcément, c'est Léo Messi, l'action s'arrête, etc. Et nous qui regardons souvent du football, pour un match qui est diffusé en Mondiovision, c'est un sketch. C'est un sketch. Et honnêtement, en termes de sécurité. Allez, non, vas-y, excuse-moi, pardon. Il allait dire une bêtise, Mehdi. Non, pas du tout. Je te laisse terminer, Kevin. Mais en termes de sécurité, ça pose de vraies questions, ça soulève de vrais problèmes parce que le gars était vêtu d'une sacoche, on ne sait pas ce qu'il pouvait avoir dedans, on ne sait pas si elle allait agresser le joueur ou quoi que ce soit. Et je trouve qu'aujourd'hui, avoir une répétition de ce type de comportement, je trouve ça dommage. Après, ok, Messi est en Ligue 1, c'est un événement, etc. Les gens, c'est leur joueur préféré. Je me suis amusé de voir sur les réseaux sociaux les Marseillais en vouloir aller au Messi d'avoir signé au Paris Saint-Germain, comme si c'était un joueur de leur club. Alors qu'en fait, non, arrêtez un peu avec le FC Procuration. Messi a juste quitté Barcelone pour aller au Paris Saint-Germain contre son gré dans un premier temps pour le départ de Barcelone. À l'insu de son plein gré, un peu comme... À l'insu de son plein gré, en quelque sorte, bien sûr, même si pour moi, le transfert était fait depuis longtemps, il manquait plus qu'à faire le petit scénario et laisser croire qu'il voulait à tout prix rester au Barça, sachant que Barcelone n'avait pas les moyens financiers pour le prolonger. Mais j'ai trouvé qu'effectivement, le public marseillais est un peu incontrôlable, parce qu'on a eu des appels au calme du président, on a eu des appels au calme de la part du capitaine, etc. Mais on a l'impression qu'en fait, personne ne contrôle vraiment ce qui se passe au niveau de Marseille. Il y a quelques mois, n'oublions pas qu'on a eu l'invasion du centre d'entraînement. Enfin, ce sont des événements qui, c'est vrai qu'avec un peu de distance, on se dit que ça fait partie du folklore, etc. Il fallait mettre la pression au coach, il fallait mettre la pression au président de l'époque. Mais c'est quelque chose qui ne doit pas
se normaliser dans le football de haut niveau. Je pense qu'on a besoin de sérénité. Je pense que c'est effectivement un spectacle. On emmène nos enfants au stade, etc. On a besoin justement d'avoir un certain cadre qui est respecté. Et ce genre d'invasion en plein milieu d'un match, des jets de bouteille juste avant un corner, etc. Ça peut aller au départ, mais à un moment donné, en fait, il faut peut-être même que l'arbitre se dise, ben, on arrête tout. On arrête tout comme on a fait à Nice, et ça a fait le tour du monde. Et moi, j'en entendais parler, que ce soit en Espagne ou que ce soit même en Croatie, on me disait, Kevin, qu'est-ce qui se passe en France et tout, etc. Mais Et c'est, dis-moi. est-ce que c'est la solution à chaque fois qu'il y a un débordement? Alors, je parle pas de la personne qui envahit le terrain, mais est-ce que à chaque boulette de papier, on va devoir arrêter le match? Parce que dans ce cas-là, c'est trop facile. Imaginons le Paris Saint-Germain mène un but à 0. Corner pour le Paris Saint-Germain, il y a une boulette de papier qui est envoyée. Le match est arrêté et est à rejouer comme ça s'est passé à Nice. Euh, Ça va être trop facile. Non, 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 je dirais pas forcément une boulette de papier comme ça, mais dans le sens où il faut effectivement que les clubs prennent des mesures strictes, quitte à ce qu'il y ait des filtres plus importants dans les tribunes, quitte à ce qu'il y ait davantage d'effectifs au niveau des stadiers. Le public a été absent pendant effectivement plus d'un an à cause de la pandémie, puis on a eu des jauges réduites. En France, on a eu la chance d'avoir dès le départ des jauges pleines dans nos stades, mais il faut assurer la sécurité des acteurs. Ce sont des gens qui justement apportent du bonheur aux gens, qui sont là pour comment dire, se surpasser pour les couleurs qu'ils défendent. Et je pense qu'ils ont le droit de travailler dans de bonnes conditions. On a tous une activité professionnelle et je ne pense pas qu'on soit interrompu par des manifestants tous les 4 matins. On n'est pas interrompu en plein milieu de notre journée par quelqu'un qui va... Ça dépend. Ces derniers temps, c'était quand même assez fréquent. On va pas se mentir. Il y a quand même pas mal d'apéros sur les ronds-points. Donc, Effectivement, mais c'est pas toujours agréable, on est bien d'accord. Et dans ce cas de figure, en fait, ça ne doit jamais rentrer dans le... Non, mais bien sûr. Mais après, en fait. Moi, je différencie quand même plusieurs choses. Je ne sais pas pour vous, mais moi, des strikers, il y en a tout le temps. J'en ai encore vu en première ligue il n'y a pas très longtemps. J'en ai vu à l'Euro, j'en ai vu en Coupe du Monde, j'en ai vu partout. Et ça, c'est une tradition plutôt marrante. Bon, ils n'ont pas tous des bananes Lacoste, soit, mais des strikers, ça existe. Et ça fait partie du folklore du football parce que généralement, la plupart du temps, c'est juste des admirateurs qui, je sais pas pourquoi, ils ont envie de voilà. Et puis souvent, très très souvent derrière, ils passent quand même une très mauvaise soirée. Bah oui, le problème il est là. Ils sont au garde à vue et puis voilà quoi. Donc c'est pas terrible. Mais les strikers, ça va. Les boulettes de papier. Partout, je sais pas, je me souviens par exemple du retour de Fiorez, de Fiorez au Parc des Princes par exemple, où là il y avait eu, je pense, l'équivalent de 3 camions bennes de PQ qui avaient été déversés sur la pelouse du Parc des Princes. Je trouve ça marrant, c'est cool, tu vois. Moi, ça me fait marrer, quoi. Alors on peut aller jusqu'où? Non, mais en fait, tant que ce ne sont pas des objets contendants, etc., je trouve que finalement, ça fait partie du folklore. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai grandi dans le football des années 90 ou, très honnêtement, quand j'allais au Parc des Princes, parce que j'ai grandi à Paris, même si je ne suis pas supporter de Paris, en fait, tu savais jamais vraiment comment ça allait se passer, surtout si tu étais un petit peu bronzé. Donc, voilà, il faut dire les choses comme elles sont, hein, pour de vrai. D'ailleurs, ça s'est terminé malheureusement dans le sang contre le Maccabi Tel Aviv, etc. Donc c'était, moi je sais que j'avais des places quasi toutes les semaines parce que j'étais amateur, enfin joueur amateur en région parisienne et que donc notre club nous offrait des places. Tous les dimanches, enfin ou tous les samedis, on se demandait comment ça allait se terminer, tu vois. Et c'était donc je sais pas, peut-être que moi j'ai une tolérance un petit peu plus grande que les gens qui ont grandi dans le football des années 2000 ou 2010. Mais c'est vrai que moi ça pour moi ça me fait partie du folklore. En revanche, jeter des bouteilles, des batteries, des trucs comme ça. Et moi, ça, pour moi, c'est clair, c'est en fait c'est bannissement à vie du terrain, quoi. En fait. Et puis c'est terminé. Et puis si ça t'amuse de pointer tous tes matchs jusqu'à la fin de ta vie dans un commissariat, bah voilà, amuse-toi bien. Mais voilà. Mais il y a deux poids deux mesures, tu vois. Il y a deux poids deux mesures, je trouve. Et les envahissements de terrain, c'est la même chose hein, pour moi. Les envahissements de terrain, là, tu dois arrêter le match et faire perdre le match à ceux qui ont envahi le terrain. Et si tu fais ça une fois, c'est terminé après. C'est terminé. T'as plus de trucs. Si tu fais jouer à chaque fois, en revanche, t'es niqué. Tu vois et effectivement, et par contre, on a vu des débordements beaucoup plus forts, dont ce qui s'est passé le week-end dernier à Saint-Etienne.
avec Ouais. un nombre À de Lens. fumigènes jetés incalculable. À Lens, les débordements sur le derby du Nord entre le RC Lens et le LOSC. Il y a eu des débordements, on avait dit Nice-OM, il y a eu des bagarres en fin de match entre Angers, le SCO d'Angers et l'Olympique de Marseille. Enfin voilà, c'est vrai qu'il faudrait peut-être un peu cadrer les choses et malheureusement on en arrive aujourd'hui à des interdictions de déplacement. Je pense pas que ce soit la meilleure solution pour tout le monde, même si effectivement ouais, il y a beaucoup plus de sécurité. Mais Non, bon, parce c'est un qu'à peu. Nice, c'est les supporters niçois qui débordent. À Lens, c'est les supporters lensois qui Lensois. débordent. Déjà, ces deux matchs-là, si tu les avais mis perdus sur tapis vert, ouais, c'est terminé. Hein. Il n'y a plus personne qui bouge de sa tribune. Déjà, ça, c'est réglé. Tu vois ce que je veux dire? C'est fini, en fait. Et le problème, il est là, c'est qu'en fait, ils ont été trop magnanimes en se disant oui, mais bon, la jurisprudence, tout ça. Non, mais la jurisprudence, là, en fait, tu es dans une situation exceptionnelle. Donc, en fait, il n'y a plus de jurisprudence. Tu passes au niveau supérieur juste pour effrayer les gens et puis c'est terminé. Ça revient dans. Mais par rapport à l'OM, Vas-y, il y avait Kevin. un sursis d'un point de pénalité justement qui devait, Ouais. qui devait tomber et on s'est rendu compte que ça n'a pas quelque part fait peur aux supporters marseillais qui ont quand même balancé des bouteilles, etc. Et moi, par rapport au striker, je veux bien t'entendre. Justement, c'est vrai que ça fait partie du folklore, etc. Je me souviens même du striker de la fameuse finale entre Liverpool et Tottenham. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais On s'en souvient. ça reste une private joke entre nous, les gars. Mais pour le coup, en fait, sur le match entre Paris et Marseille, c'est un gros match. Il y a une action pour le Paris Saint-Germain. Le supporter passionné que je suis, effectivement, est juste un peu blasé Ouais, de voir en fait le fameux 12 homme intervenir sur le terrain pour couper une action de jeu. Et finalement, des 11 joueurs en blanc, c'est le meilleur défenseur. c'est vrai. Celui qui revient le plus vite, en tous les cas. Et il est arrivé très Exactement. vite. Très vite. Chiam, tu vas être le juge un peu de tout ça. Est-ce que tu es plutôt d'accord avec Kevin, d'accord avec Mehdi? Est-ce que tu peux comprendre certains débordements entre guillemets, mais comme Mehdi, ne pas accepter d'autres choses comme des bouteilles, des batteries ou autre? Totalement. Après, je suis d'accord avec Mehdi dans le sens où les strikers, il y en aura toujours. Et pour Messi, pour avoir revu l'action, la personne, elle lui parle, elle ne l'agresse pas, ou elle aurait pu le taper ou lui faire quelque chose, prendre le ballon. Elle lui a parlé, je pense qu'elle voulait juste prendre un selfie quand elle a mis la main sur son téléphone. Elle n'a pas eu le temps. Et pour revenir juste sur les jets de bouteilles, il faut savoir une chose, c'est que 95% des supporters dans la tribune, on a un truc bien condamné ce qui s'est passé, puisqu'on leur a demandé d'arrêter. Tout à fait. Puisque pour nous, on est là pour encourager, pour ruer le PSG au maximum sur les corners, sans faire de violence en joueur, parce que c'est leur métier, comme tu l'as très bien dit. Il faut savoir une chose, c'est que sur OM Lorient, il y a 2 jets de boulettes et l'arbitre arrête le match. Il s'est avéré que le 2 jets de boulettes était jeté par un enfant de 10 ans. Donc, tu vois, si on donne un match perdu pour un enfant de 10 ans, c'est pas logique. Après, effectivement, concernant la jurisprudence, il y avait un Lyon-Bastia il y a quelques années où Bastia a perdu sur tapis vert. Exactement. Mais on n'est pas revenu dessus, on n'a pas appliqué cette loi pour Nice-Marseille. Et c'est, à mon avis, le point de départ de tout ce qui se passe aujourd'hui en France. Parce que si à ce moment-là, tu as un coup fort en disant Nice, vous avez perdu parce que vous avez agressé, quitte à mettre 5 matchs à Payet derrière parce que Payet a provoqué. Payet, tu prends 5 matchs, certes, mais 3 points pour l'OM. Eh ben, le joueur, il ne va jamais répondre d'une part. J'ai apprécié la réaction de Neymar hier, tu vois, en toute objectivité. Quand il y a des bouteilles qui sont lancées, il ne va pas envenimer la chose. Ouais, tu le vois partir de l'autre corner et il revient dans l'axe tête Ça. baissée en disant c'est pas grave, je vous ignore, je reviens derrière. Et j'ai aimé cette réaction de voilà, j'ai pas provoqué, j'ai pas en rajouté. Et pareil, Après, lui, c'est un Sud-Américain. Hein, des ambiances chaudes, il en a vécu des bien pires que celles-là. Hein. Quand elle est derby. C'était l'année dernière. Hein. Ouais, c'est l'année un dernière, truc Cavaro, de- il a pété les plombs. Avec Ouais. Cavaro, ça n'avait pas marché l'année dernière. Ouais. Attends, et il a déjà Oui, parce que là, c'était en one-to-one. Tu vois, là, c'est vraiment un être humain. Le public, C'était Neymar, pas il s'en des est princes, en toujours plus. foutu. Hein. Il s'en fout complètement Ouais. du public. Hein. Et sur le premier, sur son premier classico, il me semble 2-2 où Luis Gustavo il ouvre le score et Cavani égalise à la dernière minute. Oui. Il prend un rouge et Il il prend un sort rouge. de son match. Il était Exactement. au stade et il sort de son match totalement. Sakai, il le fait disjoncter à ce moment-là. Ouais. Donc, il a C'est l'habitude. Bonne réaction. Et sur la première mi-temps, pareil, à un moment donné, c'est le virage nord qui lance des tribunes, des fumigènes. Et tu as Guendouzi et Payet qui vont calmer les supporters justement dans cet esprit d'apaisement. Après, c'est encore une fois, c'est une minorité. Hein. Chris, il faudra te le confirmer. La plupart des supporters, on va au stade, c'est bon, enfin, on parle entre nous. Ouais. C'est une communauté, l'Olympique de Marseille. Ici à Marseille, ce qui est beau dans cette ville, c'est que tu sois riche, pauvre,
quelle soit ta religion, tes origines, ben, on s'entend tous bien. Et tu vois, c'est l'OM qui nous rassemble, que ce soit dans les métros où on chante ensemble. On a chanté ensemble, il était 4 heures, on a fini de chanter, il était 23 heures. Donc, C'est vrai. c'est énorme. Tu vois, c'est cette ferveur-là qu'on apprécie. Et effectivement, Messi, par exemple, il a pris, je crois, une batterie à un moment donné, où il a frôlé une batterie de Nokia 3310. Il n'avait encore de téléphone, je ne savais même pas. Donc oui, non, je condamne totalement. Et cette personne-là, elle devrait être interdite de stade. Et c'est un petit enfant de passé. 10 ans, en fait. C'est un enfant de 10 ans qui a acheté cette batterie, et je rigole pas. Hein. Et c'est son papa qui l'a encouragé. C'est chaud à Marseille. Non, mais c'est son papa qui l'a encouragé à le faire. C'est pas vrai. Ah, mais c'est aussi aux parents, du coup. Il y a les images, en fait. Et parfois, moi, tu vois, je vais dire un truc qui peut paraître absurde, étant père de famille, mais pour moi, je ne pourrais pas amener mes filles dans les virages. J'en ai déjà parlé avec Chris. Les matchs plus calmes, je les amènerai dans le coin famille pour qu'elles regardent et qu'elles apprécient le spectacle. Mais entre les insultes et ainsi de suite, je pense pas le virage, en l'occurrence, c'est pas un environnement pour un enfant de moins de 15 ans pour moi. Oui, mais beaucoup d'obscénités qui sont dites. Ouais. Et voilà, c'est pas. Voilà, moi, de même, mes filles, c'est pas l'image que je leur donnais. Après, en tribune famille, avec plaisir, on regarde le match, voilà, on encourage et ça s'arrête là. Kevin, ouais, tu voulais rajouter? Mais je disais que oui, effectivement, par rapport au rôle des parents dans le stade, c'est vraiment important d'éduquer ses enfants, parce que je me souviens du premier Classico de Neymar il y a 5 ans au Vélodrome, où justement, il y a un enfant qui se met à lui faire des voix d'honneur, et ça passe à la télé. Cette image, pour moi, était d'une violence inouïe. D'une violence inouïe, parce que je me dis, c'est une âme innocente, c'est un enfant, il ne sait pas ce qu'il fait. Et ça passe comme ça en prime time, et je me dis... C'est que si. Mais bon, voilà, effectivement, peut-être que je suis effectivement trop progressiste dans mon approche des tribunes et effectivement de la ferveur autour du stade. Je ne suis pas contre l'échange, j'ai moi-même fait plusieurs parquages en déplacement, etc. Énormément de respect pour les virages d'un côté comme de l'autre, même si un tifo qui n'a pas été diffusé par Prime Video pour des raisons que vous devez connaître, parce que vous étiez de l'autre côté, il me semble. Mais voilà, pour les chants pendant 90 minutes, aucun souci. Mais voilà, après, il faut que ce soit dans le respect, tout simplement. Prime, en fait, eux, ils pensent que la Ligue 1, c'est les bisounours, et ils ont décidé que ça allait rester les bisounours jusqu'à la fin de la saison. Donc, ils ne montrent strictement rien. Pour eux, tout se passe bien. Prime montre tout comparé à ils sont américains. Je sais pas. Prime a montré le striker, Prime a montré les fumigènes, Prime, effectivement, n'a pas montré le tifo du virage nord qui était LFP Merda. Ouais. Même Lorient, rappelle-toi, on avait mis un tifo en deuxième mi-temps. Avec le nom de toutes les personnes qui dirigeaient la LFP. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Il y a pas mal de commentaires. On nous dit justement la Ligue 1 cette année, c'est la jungle. Effectivement, alors il y a d'autres championnats, dont l'Italie, on en parlera juste après, parce que Bamba Dieng a été à la cible encore une fois d'insultes racistes par la Lazio. Encore une fois. Nous, on a d'autres problèmes en Italie, mais c'est pas les envahissements de terrain, ça c'est sûr, ni les jets de quoi que ce soit. En revanche, c'est des débilos, ça oui. on en a beaucoup, malheureusement. Enfin, pas beaucoup en fait, mais on en a partout. Tiens, question, et après on va avancer sur Nice-Lyon et après sur d'autres championnats, parce que ça fait déjà 50 minutes qu'on est sur OM-PSG. Marion qui nous dit: comment peut-on autant manquer de respect à des joueurs qui ont certainement été adulé par les 3/4 du stade, complètement illogique, le pur plaisir de gâcher. On se souvient que, je le rappelle, certaines remontadas au Camp Nou, les supporters olympiens ont adulé Lionel Messi, ont adulé Neymar. C'est le cas de Chiam. Chiam, réponds à cette question. Comment peux-tu insulter, manquer de respect à des joueurs comme ça, alors que tu les as adulés il y a très peu de temps? Alors, je vais te dire un exemple. Pour moi, Messi, c'était le meilleur joueur du monde jusqu'au mois d'août. On en a parlé hier. Tu vois, on en a parlé exactement hier. Le paradoxe que j'ai un gros paradoxe, c'est que si tu me demandes mon joueur préféré tout temps confondu, ben, je vais te répondre Ronaldinho, qui était pourtant un ancien du PSG. Tu vois? Donc, c'est là où c'est fou. Parce que on parle de jet de aujourd'hui, il y a un truc bon enfant avec le PSG, c'est qu'on aime les tissiers. Le Barça, j'étais à fond derrière eux quand ils ont gagné. Et je taquinais tous mes collègues parisiens avec. Même si c'est pas l'OM, vous me dites, ouais, mais ton équipe, elle est nulle. Oui, mais
je me délecte des malheurs de mon adversaire favori, entre guillemets. Bien que voilà, aujourd'hui, on n'est pas dans la même cour, en termes financiers, en termes d'effectifs, en termes de vision d'agrandissement du club. Mais ça fait partie du folklore. Et ouais, voilà. Donc Messi, je ne peux pas l'encourager et dire que c'est le meilleur joueur du monde s'il porte le maillot de mon adversaire. Pour vous dire à quel point je suis fou, dans FIFA 22, quand on commence avec PSG Liverpool. Eh ben, j'ai quitté ce match. Je ne prends pas les joueurs du PSG à FIFA. Je ne peux pas faire ça. Et d'ailleurs, Pourtant, pour le coup, alors petite blague bien entendu, Messi a été très bien accueilli au Vélodrome. Il y a eu un chant un nom d'oiseau dans sa langue natale. Donc pour le coup, vous voyez, on sait accueillir des grands joueurs. On a parlé un peu de sa maman et voilà. C'est tout. Ouais, c'est vrai que moi, si je réfléchis dans mon trio de joueurs que je préfère ever, il y a quand même un joueur de l'Inter. Bizarre. Qui donc? Ronaldo. Bien sûr. Bien sûr. Il a joué au Milan. Hein? Il a joué au Milan après. Ouais, mais il est quand même plus emblématique de l'Inter que du Milan. Quand il est arrivé au Milan, il faisait 122 kilos à peu près en moyenne. Il a joué une saison ou deux chez nous. Il faisait n'importe quoi. Bref, il jouait au poker dans le vestiaire. C'est vrai que l'AC Milan, c'est un peu le dernier club de tout le monde. Ronaldinho qui est arrivé en fin de carrière, qui n'a pas fait grand-chose. Ronaldo. On a gagné un titre. On a gagné un titre avec mais Ronaldo. bon, c'était pas le grand Ronaldinho qu'on a pu connaître ailleurs. J'avais Ronaldinho, Kaka et Pato à l'époque, le Caparo. C'est vrai. Ouais, c'est ça. Il y avait Beckham aussi. Tout à fait. David Beckham, c'est vrai. Messieurs, très rapidement, on va enchaîner sur l'exceptionnel match Nice-Olympique Lyonnais. Alors, les 10 dernières minutes étaient incroyables. Lyon mène 2-0 à la 80e minute. Youssef Attal, si je dis pas de bêtises, rentre en jeu à la 75e, quelque chose comme ça. Youssef Attal qui a fait une saison l'année dernière incroyable, qui a perdu sa place de titulaire. Et là, Youssef Attal rentre et fait péter les plombs à Kadewere, à beaucoup de joueurs. Kadewere prend un carton rouge et en 10 minutes, l'OGC Nice renverse tout et l'OGC Nice bat l'Olympique Lyonnais. Est-ce que vous avez eu l'occasion de regarder un peu le match, les highlights? Parce que ce match, enfin en tout cas les 10 dernières minutes, c'était incroyable. Kevin? Ouais, j'ai pu regarder effectivement les highlights de ce match-là. Lyon qui au final a vécu le scénario inverse de leur match en milieu de semaine parce qu'ils étaient menés justement 2-0 contre le Sparta Prague avant de s'imposer finalement 4-3. Et là, pour le coup, effectivement, les Lyonnais mènent 2-0. On comprend pas trop ce qui se passe lorsqu'ils reviennent à 2-1 côté niçois, puis Kadewere qui se retrouve expulsé. Il y en a un penalty, je crois, qui est marqué par Delors. Exactement. Et ensuite, un but en fin de match. Ça récompense quelque part le travail de Christophe Galtier qui fait un super taf du côté niçois. Et puis, c'est vrai que pour les Lyonnais, voilà, c'est quelque part un manque de fraîcheur, je pense, au niveau mental. Pourtant, on a de la qualité. On a de la qualité dans le jeu, que ce soit au milieu de terrain ou même devant. Je pense qu'ils ont toujours l'un des meilleurs milieux de terrain de France, mais craquer de la sorte. Je pense que personne n'a vu venir à 2-0 à 80, enfin 2-0 à un quart d'heure de la fin. On s'est tous dit que c'était plié, puis finalement, l'impensable s'est produit. Après, ce ne sont que 3 points de perdus, parce qu'au final, ils jouent à l'extérieur. Est-ce que ça comptera sur la fin de saison ou pas? On verra, mais 3 points de perdus qui étaient quasiment acquis à 10 minutes de la fin. Ça reste un match à l'extérieur. Moi, j'ai tendance à dire qu'il faut gagner tous ces matchs à la maison et peut-être décrocher un point de temps en temps à l'extérieur pour se maintenir au moins sur le podium. Et c'est vrai qu'avec une moyenne de 2 points, on finit européen quasiment. Donc côté lyonnais, c'est vrai que c'est, je dirais peut-être 3 points perdus parce que on regarde du scénario du match, mais le match nul n'aurait pas été déconnant non plus. Chiam, Kevin disait que l'Olympique Lyonnais avait presque le meilleur, enfin en tout cas l'un des meilleurs milieux de terrain de France. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Surtout avec un Lucas Paqueta qui est incroyable en ce moment. Paqueta, c'est un excellent joueur. Et tu vois, ce qui est fou, c'est que c'est vraiment au niveau football, qu'on voit le niveau, ça fait pas tout. Il y a vraiment l'envie qui fait que. Tu as beau voir Messi, Neymar ou Mbappé aujourd'hui qui sont pas encore, je pense, à leur niveau maximum en termes de niveau footballistique. Mais en Ligue 1, quand tu vois Payet qui fait un Messi sur la fin de match, alors qu'ils ont le même âge,
Tu vois qu'aujourd'hui, actuellement, on peut dire que oui, Payet en Ligue 1, il est plus fort que Messi sur ce match-là, en l'occurrence, et depuis le début de la saison, sur ce qu'il montre. En termes de buts, c'est 5 buts, 3 passes décisives, meilleur buteur du championnat, quasiment Payet, pendant longtemps. Messi, c'est 0 but encore en Ligue 1. Donc, certes, il ne connaît pas le championnat, ainsi de suite, et Paqueta, effectivement, aujourd'hui, il porte Lyon. C'est l'emblème de Lyon, comme elle était à l'époque Juninho. Et pour moi, non, même si tu me demandes qui aujourd'hui est peut-être le meilleur joueur de Ligue 1, je vais te dire Fofana, comme je l'ai dit déjà, Chris, en Ligue 1. S'il lance aujourd'hui son deuxième, Fofana, que je regardais déjà à l'Udinese, il est énorme. Il tient son équipe, c'est vraiment c'est un style de Kanté. Il est de partout. Il est injouable. Et lui, pour moi, c'est vraiment lui le meilleur joueur de Ligue 1 aujourd'hui. Je l'avais annoncé l'année dernière, mais l'année dernière, il est arrivé blessé, et il n'a pas fait une super saison. Et là, cette année, effectivement, il a explosé. Il rayonne, effectivement, et le RC Lens est second au classement. Joël nous le disait dans les commentaires tout à l'heure, Nice reçoit l'OM à 3 mercredi. L'une des deux équipes, s'il y a un vainqueur, passera second et dauphin du Paris Saint-Germain. L'OM peut être second à égalité avec le RC Lens et Nice peut prendre la seconde place. C'est un très gros match pour le coup là. Chiam, j'espère que tu vas regarder très rapidement avant de passer à autre chose. Est-ce que tu penses qu'on peut faire quelque chose où tu vois Nice beaucoup trop fort et sur une voie très positive après cette victoire face à l'Olympique Lyonnais? Alors, Nice, c'est un excellent entraîneur. Peut-être le meilleur aujourd'hui en Ligue 1, Galtier, avec ce qu'il a fait à Saint-Etienne, ce qu'il a fait à Lille. Il a amené Lille champion de France devant le PSG, à l'époque du PSG, donc c'est énorme. Saint-Etienne, il le prend en fin fond, limite relégable, il en fait une équipe, une valeur sûre de Ligue 1. Et même pour avoir parlé avec ce monsieur, puisque j'ai eu la chance de le rencontrer, de parler avec lui à plusieurs reprises, il aimerait jouer prendre l'OM d'ailleurs, c'était à l'époque de Rudy Garcia. Il est très bon, mais son équipe, elle n'est pas encore, je pense, à son niveau maximal. Je pense qu'on peut faire quelque chose. On peut vraiment faire quelque chose. Après, encore une fois, sur l'enchaînement des matchs, il faut oublier qu'il y a eu Lazio, il y a eu PSG, il y a eu Nice. Faire le bilan de toutes ces rencontres-là à la fin, c'est là où on verra si on a fait une belle reprise ou pas. Mais je pense qu'à la place de gagner, peut-être pas par une grosse score 4-5-0, parce que je vois pas ça, je vois un match très très serré. Ça va jouer sur des détails, peut-être sur un coup de pied arrêté à mon avis. Peut-être un penalty, un coup franc, ce sera des faits de jeu. Mais ça peut se jouer. Et en termes de solidité, par rapport, si je reprends le match qui s'est arrêté à la 75e minute, où on n'avait pas nos repères défensifs avec 3 défenseurs, où on se prenait des contres derrière, là aujourd'hui c'est beaucoup mieux maîtrisé. Alors certes, il y a moins de folie devant, mais c'est beaucoup mieux maîtrisé derrière par rapport au match quand on était parti à Nice. Donc oui, victoire de l'OM, bien sûr. En toute objectivité, bien entendu. Je vois bien Nice quand même. Gros tu vois Nice, Mehdi? Bah oui. Ils sont meilleurs que vous. 1-0-0 ou un petit 1-0? Ils sont meilleurs que vous. Okay, très bien. Honnêtement. Et Kevin, en fait, je trouve vraiment qu'ils ont un très bon entraîneur qui a les idées très très claires. Et tu vois, par exemple, là contre Lyon, clairement, Lyon, tu vois, et j'en discutais là ce matin avec un collègue. En fait, Galtier, il arrive à laisser son équipe croire encore, et même il fait des changements qui leur font croire qu'ils peuvent encore renverser le 2-0. Parce que oui, ça arrive, c'est Lyon qui se saborde. Mais ils sont dans une position où ils sabordent Lyon, en fait. Enfin, tu vois, c'est... Voilà. Et Galtier, c'est vraiment pour moi le meilleur entraîneur à l'heure actuelle du championnat de France. Je ne pense pas qu'il y ait au-dessus de lui. Suivi de très très près par Franck Hez. Et honnêtement, ils font la différence, ces deux entraîneurs-là, pour l'instant. Plus certainement que Sampaoli, même si je respecte ses principes de jeu. Mais Sampaoli, c'est, comment dirais-je, son côté dogmatique de temps en temps dessert l'Olympique de Marseille. Galtier, il n'a pas de côté, c'est un vrai pragmatique qui aime bien quand même que ses équipes jouent bien, enfin, sauf Saint-Etienne. Mais sinon, c'était, tu vois, ses équipes jouent bien. Oui, il n'avait pas le choix. Mais tu vois, donc moi je trouve, sincèrement, je pense que à l'heure actuelle, Nice est supérieur à Marseille. Je pense. Voilà. Mais après, ça ne veut pas dire qu'à la fin du championnat, ils seront supérieurs à Marseille. Je dis juste que Galtier a fait absorber ses principes de jeu plus rapidement que Sampaoli. J'ai une question pour toi justement par rapport à ça. Si je te mets Nice sans Galtier et Marseille sans Sampaoli, en temps d'effectif, pour toi, tu es quand même au-dessus sans Galtier? Non. Justement, c'est vraiment Galtier qui fait la diff. Parce que je pense qu'intrinsèquement, l'effectif de Marseille est au-dessus.
Mais Galtier, c'est une très, très, très grosse plus-value. On le voit avec Lille cette année. Lille, ils n'ont pas perdu grand monde, en fait, cette année. C'est pas un truc de fou. Ouais. Ils ont perdu Galtier. Et là, tout d'un coup, c'est plus la même histoire. C'est vrai. Kevin, tu es d'accord plutôt avec Chiam ou avec Mehdi pour ce match, en tout cas, là, à l'heure actuelle? Ouais, plutôt côté Mehdi, je dirais soit un nul ou une courte victoire côté niçois, parce qu'effectivement, on a quasiment tout dit sur Galtier, on a quasiment tout dit sur ce qu'il a fait comme boulot, et je pense surtout côté olympien, il y a eu 2 grosses débauches d'énergie entre le déplacement à Rome et le match face au Paris Saint-Germain. Ils étaient certes à 11 contre 10 sur la fin de match, mais c'était toujours sur le signe du rasoir, parce qu'au final, il y a certes une grosse occasion pour De La Fuente, mais il y a le fameux contre où Messi, on voit Mbappé sur orbite, et puis un très 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 bon retour de Saliba. Donc après, voilà, il faut voir comment est-ce que les Marseillais vont récupérer, parce qu'au final, le match arrive vite, c'est déjà dans 48 heures. Donc reste à voir comment est-ce qu'ils vont réagir. Les Niçois ont peut-être quelques heures de repos supplémentaires, mais il faut compter aussi le voyage, donc ils vont voyager certainement dès demain. Je mettrai quand même une petite pièce sur les Niçois. Ok, peut-être très plus bien. de fraîcheur et puis une meilleure dynamique, parce qu'ils sont très bien revenus sur la fin de match. Donc. Ok, c'est noté. À savoir, et après on va passer sur la Serie A. Ce week-end, quelques beaux matchs. Le PSG reçoit le LOSC, donc Vendredi. le leader face au tenant du titre. Samedi soir, Lyon accueille le RC Lens, donc ça va être très intéressant. Et gros choc aussi entre le 19e et le 20e. Metz reçoit la SSE. Donc, attention, ça risque de peut-être une première victoire pour une des deux équipes. Parce que les Metz, il y a deux un gros équipes, milieu de terrain chez eux. Regardez, mais Metz, Pape Matar au milieu, il est très bon. Bon, il est déjà Ok. parti, mais il est à très bon. noter. Je vous dis des bêtises, Metz a déjà gagné, donc peut-être que Saint-Etienne prendra peut-être la première victoire. En tout cas, on en parlera la semaine prochaine pour le côté Ligue 1. Il nous reste une petite demi-heure pour cette édition spéciale OM-PSG. On va très rapidement parler. Il y avait 2 beaux matchs en Italie. Il y avait le Classico en Espagne et un derby aussi en Angleterre. Mehdi, on commence par toi. Ouais, L'Italie, 2 gros matchs. Roma-Naples et Inter-Juve. Ouais, effectivement, il y avait 2 gros matchs, donc des adversaires directs qui se rencontraient, enfin des adversaires qui font partie du Big Six ou du Big Seven. Et donc c'était tout bénef pour ceux qui jouaient pas pour ça, comme l'Atalanta ou le Milan. Malheureusement, l'Atalanta n'a pas réussi à en profiter. Ils se sont fait égaliser en toute fin de match par l'Udinese. D'ailleurs, avec leur ancien goal dans les cages, Juan Musso, qui avait fait pas mal d'arrêts avant pour éviter ça. Et puis Milan qui a fait un match bizarre. Bon, bref, on menait 2-0, on se fait revenir 2-2. Bologne qui est à 9. Milan qui gagne finalement 4-2 avec un but d'Ibrahimovic qui a été complètement transparent, mais Benasser qui a été monstrueux et qui met une reprise de volée. Et ce qui fait qu'en fait, entre le 0-0 Naples-AS Roma, qui était un match plaisant quand même, honnêtement, il faut le dire, même si c'était un 0-0, c'est très rare en Italie, donc voilà. Et le 1-1 Inter Milan-Juve, qui là peut laisser 2-3 regrets à l'Inter, en fait, Milan reprend 2 points sur tous les adversaires pour la Ligue des Champions. Il n'y en a aucun à qui on ne reprend pas 2 points. Donc, en fait, c'était une journée géniale pour le Milan AC, pour l'AC Milan. L'Inter, en revanche, peut se manger Bref, parce qu'en fait, ils menaient. Ils ont eu beaucoup d'occasions de doubler la mise. Et puis arrive à la fin. Alors, très honnêtement, je ne sais pas si vous avez vu le penalty qui a été sifflé pour la Juve. Non, j'étais au stade. Ouais. J'ai pas pu voir. Donc, mais non, parce que tu sais, maintenant, il y a des rediffusions à la télé, tout ça. Mais donc, c'est plus comme 1950 où tu avais raté le match, dommage, tu vois ce que je veux dire. Donc oui, en fait, très honnêtement, j'arrive pas à me faire d'idée sur ce penalty. Franchement, il y a contact, effectivement, mais la balle est déjà partie. Et alors, c'est un contact, très honnêtement, je sais même pas si on peut appeler ça un contact. Enfin, c'est juste 2 pieds qui se touchent comme ça, tu vois. Puis le gars, il va à la VAR, et il fait « Ah bah ouais, penalty ». Oh, moi, j'ai adoré. Franchement, ce moment-là, j'ai adoré.
J'ai vraiment adoré parce que ça faisait match nul. Je le savais que ça allait se terminer comme ça. C'était la 87e minute, un truc comme ça. Je me suis dit, c'est fantastique. On reprend 2 points à tout le monde. Génial. Mais alors, si j'avais été interiste, oh là 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 là. Ah bah, c'est sûr, je laisse pas sortir les arbitres sortir du stade. Hein. Ça, c'est clair et certain. Mais non, mais c'est. Bon, bref. En tous les cas, voilà. Il y a eu un partout. Ça a été une journée. Voilà, pas facile pour beaucoup d'équipes, même pour Milan qui a galéré, et Bologne, heureusement qu'ils étaient à 9 parce que c'est une équipe qui est très très compliquée. La Lazio qui prend un éclat mais de compétition contre le Hellas Vérone, ils perdent 4-1. Nous on avait galéré contre le Hellas, on a été mené 2-0 et finalement on avait gagné 3-2 et je m'étais dit oulala Milan ils sont mal et tout. En fait non, a priori c'est le Hellas Vérone qui va bien parce que ils ont éclaté la Lazio. Et donc voilà. C'est là on a 2 journées de championnat, donc la semaine prochaine. Alors c'est que des matchs un peu. Il y a pas de choc direct en tous les cas sur la journée de milieu de semaine. Il y a pas de gros choc. Et sur la journée de week-end, il y a quand même un Atalanta-Lazio qui peut valoir son pesant de cacahuètes. Et ça se termine le dimanche soir par un AS Roma AC Milan qui peut être aussi très très sympathique. Donc non, ça va être là au milieu, il faut prendre les points. Et puis ce week-end, ça va peut-être être un petit peu plus serré. La Roma a fait un plutôt bon match contre le Napoli. C'était pas ouf, mais ça allait, c'était solide en tous les cas. Donc, voilà. Comme milieu de semaine. Ah ouais. Oh là là. D'ailleurs, tu nous parlais, mais on en a parlé en off. L'AS Roma en a pris 6 ou 7. 6-1 contre eux. Non mais tu peux prendre 6-1. Tu vois, ils ont pris 7-1 contre le Bayern. Mais là, ils ont pris 6-1 contre eux. Et attention, tenez-vous bien, il y a que Kevin qui peut connaître ce club. Bodo Glimt. Voilà. C'est les Norvégiens. C'est les Norvégiens, non? C'est un club norvégien, absolument. Ouais. C'était un club que Milan a rencontré l'année précédente en Ligue Europa. D'ailleurs, c'est là qu'on avait acheté Brian Hauge. Vous savez qu'on a en Allemagne, à Francfort d'ailleurs. Et donc c'est un club qui est plutôt pas mauvais, quoi, en Norvège, quoi. Mais en Norvège, tu mets pas 6-1 à la Roma, quoi. Faut pas déconner non plus. Et donc le record, c'est ils ont perdu dans toutes les compétitions européennes. En fait, ils ont pris plus de 6 buts ou 6 buts minimum dans un match dans toutes les compétitions européennes auxquelles ils ont participé, la AS Roma. C'est le seul club au monde à avoir fait ça encore. Non mais c'est spécial one. Alors Mourinho avait mis 0 titulaire, mais quand je te dis 0, c'est 0. Il y avait que des remplaçants. Donc il est allé même chercher. Mais tu sais ce qu'il a dit derrière? Il a dit voilà, maintenant vous me demanderez plus pourquoi est-ce que je fais toujours jouer les mêmes joueurs. Parce que moi c'est clair. Au moins c'est clair. Niveau communication, on est pas mal à Rome. Et juste je reviens sur le penalty Inter-Juve. J'ai revu les images à l'instant parce qu'on est en 2021 et effectivement on peut voir les ralentis comme tu le disais. C'est beau. Alors il y a clairement penalty pour moi. Je suis désolé de te dire. C'est ce que je te dis. Honnêtement, je n'arrive pas à me faire un truc parce que tu vois, il fait la passe. Je sais plus qui c'est qui fait la passe. Danilo, je crois. Danilo, il fait la passe. La balle est partie depuis bien longtemps. Ouais, et Dumfries lui met un coup de pied. Un coup de pied, faut pas non plus délirer quand même. Il y a 2 pieds qui s'entrechoquent. Et je vous laisserai re-regarder les images, les gars, et vous me direz ce que vous en pensez. Ça serait pour les latéraux droits. Ouais, entre Dumfries et Hakimi. C'est clair. Bon. Attends, on n'a pas encore parlé du tacle de Pogba. Mais ça serait tardé. Mais justement, très belle transition. Transition toute trouvée, mais tu vois, il manquait quelque chose dans cette émission, dans cet épisode. T'es arrivé à point nommé. United, Liverpool, quel match! Quel match! On a regardé la fin dans les gradins, dans le virage avec Chiam. Liverpool a surclassé Manchester 5-0. Et pourtant, ça avait plutôt bien commencé pour United, qui a eu quelques occasions avec Bruno Fernandes. Mais pour autant, Liverpool était beaucoup trop fort. Juste une en fait, 3e minute, je crois, ou 4e minute. 3e minute, après il y a une frappe de Rashford, il y a une frappe de Luke Shaw, qui a eu quelques occasions quand même. Ouais, vite fait quoi. Mais après les 2 autres là, c'est pas des occasions. Ouais, alors je t'assure que si Bruno Fernandes il marque la première à la 3e minute, c'est pas le même match.
C'est ce que je te dis, non, mais pour moi, celle de Fernandez, c'est une vraie occasion franche. Les autres, c'est des frappasses un peu bizarres. Bon. Mais après, 5e minute, ça commence. Le Liverpool show commence. Et là, oh là là, c'est compliqué. Mais alors. C'est des attaques tranchantes. Ouais, ultra tranchantes tout le temps, parce que ils n'ont pas une domination. Enfin, je ne sais pas si vous avez regardé le match, mais ils n'ont pas une domination. De maîtrise du ballon, etc., qui est vraiment monstrueux, hein, loin de là. Mais en revanche, ils sont effectivement très tranchants et aussi, en plus, ils dictent le tempo du match. Ça aussi, c'est-à-dire que de temps en temps, ils ralentissent le jeu. Tout d'un coup, hop, là, ils accélèrent. Et en fait, tu vois que Manchester, déjà, le Hobbit, il contrôle que dalle. Hein. Sérieusement, c'est voilà. Il y a... non, mais c'est vrai qu'il ressemble beaucoup à l'acteur du Hobbit, pour de vrai. C'est vrai. Hein, quand même. Donc vraiment, il contrôle que dalle. C'est vraiment voilà. Et puis, pourquoi est-ce qu'il ne fait pas jouer Pogba? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une réponse à ça? Sérieusement. Moi, j'ai rien. Enfin, je suis pas fan de Pogba a priori, mais je veux dire, c'est son meilleur milieu de terrain et de mais alors très loin quand même. C'est pas possible de se dire que tu le laisses sur le banc. Enfin, il y a un problème, quoi, non? Je sais pas. Il y a eu une bizarre. réponse en 10 minutes. Hein. Ouais. Non, mais d'accord, mais après, tu le fais rentrer dans un match où il y a déjà 4-0. Le mec en veut certainement à l'entraîneur de ouf parce qu'il n'est pas sur le terrain. Je crois qu'en plus, ils se sont pris la tête la semaine dernière. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'est pas sur le terrain. Et donc, il arrive, il est taquet, il a vu Naby Keïta, il s'est dit tiens, je vais me faire une cheville. Mais d'ailleurs, il l'a blessé. D'ailleurs, j'ai pas eu de nouvelles de Naby Keïta. Je sais pas ce que c'est parce que j'avais l'impression que c'était plus qu'un coup. Hein. Je pense que le péroné. Effectivement, j'ai pas regardé le taquet. Semelle. Hein. Ouais, la semelle est très très haute. Heureusement que Naby Keïta n'a pas le pied dans la pelouse et le pied au sol, parce que franchement, je pense qu'il lui casse la jambe. Au début, il met carton jaune, hein, l'arbitre, et c'est après qu'il met carton rouge. Voilà. Mais les images sont impressionnantes. Mais tu parlais du fait de ne pas être titulaire, il veut punir son entraîneur, c'est quoi? Il est dégoûté, du coup, il n'a pas envie de jouer, il prend 4-0, mais tu es professionnel, donc en même temps, c'est soit tu joues, soit. C'est des choses qui n'ont rien à voir, là, pour le coup, sur un terrain de foot. Je pense que c'est trop d'envie. Non, je pense que c'est trop d'envie. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Chiam et Kevin, mais je pense que c'est trop d'envie, en fait. Tu vois, trop d'envie, trop de rancœur vis-à-vis de son entraîneur. Le gars arrive et il veut tout casser, montrer que, en fait, c'est lui qui, tu vois, sans lui, en fait, il se passe rien. Et puis, il a voulu montrer que c'était lui le taulier, mais ça ne s'est pas passé. Excès d'engagement. Ouais, c'est ça. Tu sais que tu vois, tu contrôles pas ton. J'ai vu une action de Ronaldo sur Alexandre Arnold où tu vois vraiment un jet d'énervement, les coups de pied qu'il met. Ouais. C'est la bagarre. En l'occurrence, c'est Curtis Jones qui est par terre. C'est vrai qu'ils ont à peu près la même coupe. Mais oui. Et il met des pompes dans le ballon. Alors, heureusement, il touche que le ballon. Hein, parce que s'il touche pas que le ballon, il prend rouge, c'est sûr. C'est pas. Donc, United est complètement à péter les plombs, en fait, ce week-end. Non, j'ai l'impression que c'est la redescente sur terre. En fait, je pense que, toute l'année dernière, on s'est dit. Ouais, il leur faut un entraîneur, je suis d'accord. Il y a Antonio Conte qui est disponible. Si là, ils prennent pas Antonio Conte, alors là, moi, je comprends plus rien. Ou alors Zidane. L'Ajax, l'entraîneur de l'Ajax, il est trop fort. Ouais, mais il est trop puissant. Il a fait encore 5-0 contre le PSV. Il connaît Donny Van de Beek. Ah bah ça, tu vois, d'ailleurs, formateur. C'est que t'en parles, Chiam, parce que moi, je voulais qu'on parle ce soir de l'Ajax, parce que je pense que l'Ajax, cette année, peut refaire 1995. 95 avec Gravenberch, je veux, au milieu? Non, avec, tu sais, quand ils gagnent, quoi, avec l'équipe. Non, mais là, cette année, ils ont Gravenberch. Jeune. Ouais. Mais c'est fou, l'Ajax, tu vois, il se renouvelle constamment. Absolument. Il se renouvelle constamment. Il n'y a que Tadic qui reste. C'est vrai, mais effectivement, pour en revenir, Conte, ouais. Pour en revenir à Manchester, je pense qu'il faut vraiment que Antonio Conte ou Zidane reprennent ce truc, parce que Ten Hag, le problème, c'est qu'il est en poste, tu vois, donc tu vas pas aller le débaucher en milieu de saison, ça va être compliqué. C'est ça. Et là, il faut sauver Manchester, en fait. Je suis pas sûr qu'il termine dans les 4. Hein. Il faut vraiment un électrochoc. Et celui qui mettra le plus gros électrochoc, plus que Zizou, je pense que c'est Antonio Conte. Zizou, tu peux lui donner, mais il va lui falloir un petit peu de continuité, tu vois. C'est pas un gars qui... Antonio Conte, il va les réveiller, mais ça va leur faire bizarre. Hein.
Est-ce que la solution pour United, ce serait pas Rudy Garcia? Ah, si, tout à fait. De changer de Je sport. m'attendais pas à Oui. celle-là. Non, mais effectivement, Solskjaer qui est énormément critiqué. Est-ce que réellement, là, donc toutes les semaines C'est en viré, Champions là. League. C'est viré, non? Officiellement. Alors, j'ai pas eu Je l'info sais pas qui s'il y a le s'est viré communiqué du club. officiellement. J'ai eu une info qui Justement, circulait hier, effectivement, mais ouais. pas de confirmation pour l'instant. Ah Pour ouais? le moment, moi, j'ai pas vu d'infos officielles sur le licenciement, mais j'allais vous demander réellement, est-ce qu'il peut se sortir d'une défaite dans un derby 5-0 et tous les antécédents qu'il y a pu avoir, vous pensez? Ah, le souci, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire, C'est ça, mais Mehdi. Bah, le problème, c'est tous les mauvais matchs qu'il a fait ces derniers temps, en fait. Manchester, ces derniers temps, ils sont très très loin de maîtriser leur sujet. Donc, ils perdent très très fréquemment contre des petites équipes du championnat d'Angleterre, si tant est qu'on puisse penser qu'une équipe à 300 millions de budget est une petite équipe. Mais c'est vrai que voilà, les petites équipes de championnat d'Angleterre se régalent souvent avec Manchester United. Ils ont perdu en Ligue des Champions. Ils ont fait beaucoup de. Alors là, ils ont gagné en l'occurrence contre l'Atalanta, mais c'était quand même un petit peu tiré par les cheveux quand même. On est d'accord, ils s'étaient menés 2-0 très très rapidement. C'était un miracle qu'ils reviennent. Et contre Villarreal, c'est pas terrible, etc. Enfin, tout est un peu à l'arrache en fait avec Solskjaer. Et c'est un peu tout ça qui paye, quoi. C'est le fait que, bah voilà. Et puis tu rencontres le plus gros ennemi de Manchester, le derby d'Angleterre. Et puis, en gros, tu te fais atomiser à domicile, quoi. Moi, enfin là, honnêtement, Bon, je pense je sais qu'on pas est tous comment d'accord il pour peut. dire que Ouais. Solskjaer ne va pas finir la semaine. Même en termes de c'est contenu, compliqué. Chiam, ouais. sur les 10 derniers matchs, rappelle-toi, quand on regardait, Liverpool faisait la passe à 10, aucun pressing de United, C'est aucune vrai. révolte. Ils voulaient qu'une chose, c'est limite dire à l'arbitre, venez, on arrête. Ouais, offensif, Bon, c'est terminé. c'était vraiment. S'ils étaient à FIFA, ils On a l'auraient fait le quitté. boulot. Ils ne seraient pas Ouais, restés. ouais. Kevin, ouais, tu disais Solskjaer, c'est compliqué. Non, c'est compliqué dans le sens où pour licencier un entraîneur en cours de saison, il faut avoir une solution de repli. Après, effectivement, il y a Conte et Zidane sur le marché. Conte, c'est quelqu'un qui va mettre en place un système avec une défense à 3 impérativement. On a vu que sur le match contre Liverpool, Luke Shaw était en grande difficulté au niveau défensif. Je crois qu'il y a 3 ou 4 buts qui viennent de son côté. Ça peut éventuellement aider. Après, effectivement, il faudrait que Varane revienne, mais on ne sait pas pour combien de temps est-ce qu'il en a. Zidane, j'aurais plus de mal à le voir à United. Après, effectivement, avec Adidas, tout est possible. Parce qu'effectivement, on sait que les équipementiers ont toujours un peu leur mot à dire dedans. Et donc, oui, peut-être qu'éventuellement, Zidane peut être une option, mais après, au niveau du jeu, faudra pas s'attendre à une révolution, hein. Zidane, c'est quelqu'un de très pragmatique, un peu à la Pochettino, très politique, je dirais, et qui saura peut-être éventuellement tirer le meilleur de son effectif à un instant T. Mais Il y a un truc, c'est qu'il a une relation particulière avec Ronaldo. Ça, c'est sûr. Tu vois. Ça va c'est ça. faciliter, ça va huiler un peu les rouages. Parce que c'est vrai que Conte et Ronaldo, j'ai hâte de voir. Quand l'autre, il va lui dire, il va falloir que tu fasses du pressing pendant 90 minutes, je pense qu'on va bien s'amuser. C'est ça. Mais est-ce qu'il a côtoyé la Juve? Il me semble qu'il a côtoyé une saison, hein. Je suis pas certain. Non, 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 non. Ah Non, 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 c'est pardon. Allegri qui l'a côtoyé une saison. Allegri, oui, Il y a eu exactement. Allegri, Voilà, ensuite il y a eu Sarri, et après il y a eu le rigolo Pirlo. bouffon Pirlo, et voilà. Toujours une grande estime pour tes anciens joueurs. Non, non, non. J'ai une grande estime pour mes anciens joueurs. Je parle de Pirlo là. Effectivement. Ça n'a rien à voir. Pirlo qui En a plus, dit j'aime bien que le joueur. J'aime bien le joueur, hein. C'est juste une mauvaise personne. C'est tout. légende de la Juve, bien entendu. Ouais, c'est ça. Il y croit. Il a gagné 3 Gambardella avec la Juve et il croit que c'est une légende. Bon, on va avancer. À noter juste aussi que Chelsea, sans Werner, sans Lukaku, ils mettent 7-0 hein, quand même. 7-0 Ouais. face à Norwich. Alors certes, c'est Norwich, mais le championnat anglais est quand même assez élevé. Et quand des fois on dit Norwich, ils peuvent accrocher certains gros, bah alors là, ils n'ont pas fait de détails. 7-0 Chelsea. L'équipe est en feu hein, de Tuchel. Et Mason Mount, un triplé. Ouais. Il a eu de la chance sur le péno. Oui, 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 mais bon, voilà. Mais Et il puis, fallait provoquer la réussite.
Et puis Tottenham, Et Tottenham qui perd encore et se encore. arsenalise un petit peu, qui commence à perdre en permanence. Donc, Le nord de Londres, c'est le syndrome qui. Non, parce que le à Nord, contrario, ouais. justement, West Ham qui reprend bien. West Ham qui est 4e au classement. On parlait Absolument. l'équipe de Londres les Hammers qui sont très très beaux, très séduisants à avoir joué depuis quelques années. West Ham est 4e pour le moment, derrière le trio Chelsea, Liverpool et City. On va juste Euh, passer par les Liverpool. Mo Salah en très 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 grande forme sur le match ouais, d'hier. Parce que Mo- c'est vrai qu'on a parlé des triplé de Salah. difficultés de Manu, mais voilà, triplé de Salah, passe D. Et Ouais. Liverpool, pour moi, Liverpool et Chelsea ont vraiment été impressionnants dans le jeu et au niveau de la cohésion d'équipe. Après, ce sont des équipes qui ont vraiment qui ont vraiment fait preuve de maîtrise. Et c'est pas ce qu'on a actuellement du côté du Paris Saint-Germain. Je me devais de leur envoyer un petit taquet gratuit. Ouais, mais là, le trio Chelsea, Liverpool, Manchester City, le choc, la lutte pour le titre, elle va être magnifique être jusqu'à la fin. impressionnant. Ils se tiennent Parce en que deux, quoi. et les 3 équipes sont Ça pas. va être City. Ça va être City. Pour toi, ça va être City, Chiam? On va voir. Ouais. C'est les confrontations directes qui vont faire la Ouais. différence parce que je crois que c'est Certainement, 3 équipes qui vont pas perdre beaucoup de points contre les C'est le autres. Boxing Day, je pense. Ils se rencontrent à ce moment-là en plus, je crois, il me semble. Ah, ça c'est beau ça. Je crois que c'est à ce moment-là qu'ils se rencontrent. On sait ce qu'on fait à Noël. Exactement. Exactement. 10 dernières minutes et il nous reste un match très rapidement aussi. Il y a eu un classique, peut-être le classique d'Europe, bien entendu. Je parle de. Qu'est-ce qu'il y a, T'as Mehdi? oublié la Bundesliga quand même. Oui, mais on va faire un peu plus Et court. que Ludo, il va être colère. Hein. On n'a De pas fou. Ludo, on va faire un peu plus court. On parle des gros classiques là. Barça Real, qui est le classique en Espagne, qui a perdu un peu en Triste. saveur. Triste classique actuellement, effectivement, en voyant les compositions de match, on est bien loin des Iniesta, Messi, Xavi, Ronaldo, qui vous voulez. C'est triste, surtout un horaire comme ça pour l'Espagne, 16 heures à peu près le match. Je crois que c'est Omar Da Fonseca qui disait les organismes n'y sont pas. On n'a pas l'habitude en Espagne de jouer aussitôt. Et le match était pas incroyable. Je sais pas si vous avez regardé le Real a battu le Barça 2-1. Mehdi, t'es pas d'accord avec l'horaire dont je parle? Non, l'horaire, elle est bien pour les familles, elle est bien pour la Chine, elle est bien pour plein de choses. Allez, pour les Après, joueurs. est-ce qu'elle est bien pour le football? Ça, je sais pas. Mais c'est vrai que c'était agréable de regarder. Si je prends mon cas de spectateur, j'étais content d'avoir le Real Barça à 16h15. Tu vois, ça me permettait après de pouvoir bien regarder le Liverpool Manchester United et le soir, bref. C'est vrai que ça a C'est parce enchaîné. que c'était un week-end complet. Hein. C'était chaud hein, à tous les niveaux. Donc voilà, ouais. Après, en revanche, il y a quelques bons joueurs hein, sur le terrain, mais ça n'a strictement rien à voir avec les sommets qu'on a vécu pendant 10 ans dans les années 2010 où chaque classico était le match de l'année, quasi. Il faut le dire. Vous savez comment je porte dans mon cœur le football espagnol, mais il faut dire que pendant 10 ans, j'ai jamais raté un classico parce que c'était le match de l'année. C'était le plus haut niveau du football que tu pouvais avoir au monde. Il n'y avait rien au-dessus. Parce que ils dépensaient, mais c'est clair, hein, pendant 10 ans, ils dépensaient plus que tout le monde. Ils avaient les meilleurs stars, ils avaient les meilleurs joueurs, les meilleurs techniciens, ils avaient tout. Donc voilà. Mais là maintenant, quand tu regardes, ouais, Vinicius, c'est un gentil petit joueur. Il commence à devenir vraiment bon. Benzema, c'est pas mal. Des trucs comme ça, mais c'est pas, enfin, ça n'a rien à voir. Mais rien de chez rien, quoi. C'est ouf, tu vois. En face, ils ont des petits jeunes sympas et tout, mais t'as l'impression de regarder. Ouais, un match de Ligue 1, tu vois, ouais, bref. Carrément un match de Ligue 1. À ce Tu point-là. me dis que c'est un match de Ligue 1 que j'ai regardé hier, c'est la même chose. Hein. Un beau match de Ligue 1, tu vois, un truc, ça va. Et encore, c'était même pas un beau match, en fait, hier. Très honnêtement, hein, c'était pas. J'ai pas trouvé pas ça génial. un beau match non plus. Donc, ouais, faudrait me donc dire, voilà, c'est un match de Ligue 1, quoi. Match de Ligue 1, c'est bien. Ouais. Kevin, Chiam, est-ce que vous avez pu regarder le match ou pas du tout? J'ai regardé le début, c'est tout. J'ai regardé que le début, mais T'en as pensé quoi? après, mais rien qu'en termes de composition d'équipe, je pense que le Barça, c'est vraiment une saison de transition. Il y a beaucoup de jeunes qui arrivent, que ce soit Gavi, Pedri, Fati, faut qu'ils prennent l'habitude. Ça me rappelle un peu le Barça des années 2003-2004, je sais pas si tu te souviens.
Quand il y avait des Gerrard au milieu, c'était pas du tout la même équipe, hein. Donc, c'est une année vraiment de transition. Ils ont besoin d'être portés. C'est pas, Depay, il est bien, mais il n'a pas le niveau pour tenir le Barça lui tout seul. Il peut être un excellent complément, comme Agüero, mais il faut une grosse star et elle n'est pas actuellement. Après, au Real, tu as Benzema qui tient bien l'équipe. Et pareil, c'est pas l'époque Ronaldo, c'est pas l'époque où ils ont fait le triplé avec des champions, c'est plus du tout la même équipe. Même à la barre de défense, il est bien, mais voilà, c'est pas C'est à pas la barre les... du Bayern d'il y a 5 ans non plus. Ouais. Ouais, tout à fait. Ouais. Mehdi? Non, c'est moi, pas. Ouais, c'est un classico sans sel, sans poivre, sans épices, sans rien. C'est un classico, mais Covid. Kevin, Pardon? L'Atlético est bien meilleur. Hein. C'est un classique au Covid, tu perds le goût et l'odorat. Ouais, grave. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est ça. Ouais. Enfin, t'as moins Ils sont d'engouement. trop puissants à côté. L'Atlético qui a fait match nul face à la Sociedad. Mais c'est C'est la mené Sociedad 2-0 pour toi. Ouais, la Sociedad qui a repris la tête de ce Mais championnat ils ont avec un 21 match points. en plus, en revanche. Ils ont un match en plus. Le Real est derrière à 1 point, effectivement. Et l'Atlético est à 3 points derrière. Mais le quatuor est devant est pas mal. Real Sociedad, Real Madrid, Séville, Atlético. Et le Barça est un peu plus loin, 9e. Effectivement, on le dit toutes les semaines. Hein, année de transition pour le Barça. Je sais pas Après, comment on va année, sortir de ça. peut-être au pluriel, hein, très honnêtement, Année, parce que en fait, financièrement, il y a absolument aucune ressource au Barça. Parce que là, en fait, ils vont. Enfin, tu vois, je pense pas que cette équipe donne envie à des sponsors ou à des gens d'acheter des maillots plus que les autres années, voire certainement moins. Et en fait, le Barça, clairement, en fait, ce qu'ils nous ont montré ces 10 dernières années, c'est qu'ils ont vécu au-dessus de leurs moyens pendant très longtemps. Et là, maintenant, l'addition est sortie et il va falloir la payer. Là, ils ont pu continuer à jouer au football, c'est-à-dire à ne pas disparaître à cause d'un prêt de 595 millions de Goldman Sachs. Mais 595 millions dans la vie du Barça, c'est que dalle. Hein. Donc, est-ce que ce prêt va être renouvelé? Je ne sais pas, on ne sait pas. Et ils ont 1,4 milliard de dettes déjà, tu vois. Donc, bon, qu'est-ce qui va se passer en fait? On va aller jusqu'où? C'est tu vois, c'est le Barça, hein, c'est pas le Trésor américain, hein, c'est pas pareil. Hein. Après, tu as un truc, et je vais répéter, mais Den Haag au Barça, il claquerait. Avec la culture des Pays-Bas, avec la culture de Crève, avec la culture de l'Ajax. Tu mets Den Haag, il connaît très bien Frankie de Jong, ça d'est à droite. Il ramène les joueurs de l'Ajax, il s'est très bien formé. Donc les Gavi, les Pedri, les Mingueza, les Arroyo, tout cela pourra les accompagner à Gradier. Pour moi, c'est l'entraîneur qu'il leur faut. De toute façon, Den Haag, tu le mets où tu veux, c'est l'entraîneur qu'il faut. Sauf au PSG, parce que le PSG, il y a des stars. Et c'est un formateur. C'est compliqué, ouais. Au Barça, c'est la même formation en plus. C'est la même ADN de jeu, l'Ajax et le Barça. C'est des clubs qui sont liés. Donc, Mehdi ? Le souci, c'est que pour faire ça, il faut licencier Coman. Donc le Barça. Non, attends. Le Barça ne peut pas licencier Coman. Ils ne le licentieront pas. Ça coûte trop cher. Il faut re-signer un entraîneur. Ils n'ont pas l'argent pour le faire. En fait, et c'est pour ça que je te dis que c'est peut-être des années EES. Parce que, en fait, ça va pas. Ils vont pas régler ça comme ça. En fait, c'est pas possible. Il n'y a pas d'argent, que dalle. C'est-à-dire, tout d'un coup, ils sont passés du Barça à Angers, quoi. Ouais. Il faut l'accepter. Et c'est ça le c'est clair. Cette transition-là, justement, se dire que voilà, on n'est plus aussi grand qu'on l'a été. Et quand on l'a été, encore, c'était parce qu'on a utilisé des subterfuges. Et je pense que le Barça, voilà, on est complètement d'accord. Ils vont devoir vendre des éléments pour pouvoir se reconstruire. Clairement. Et recruter malin, tout simplement. Un mot sur la Bundesliga, peut-être? Oula, Massa. Ouais, très rapidement sur la Bundesliga. Une chose. Pardon. Vas-y. MVP, Jude Bellingham qui met un superbe but. Effectivement. Voilà, dans la victoire de Dortmund, vraiment très 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 bon. Il y a aussi, comment ça s'appelle, Hummels qui ne marque pas tous les 4 matins, qui met aussi une superbe volée. Reprise. Reprise du coup sans rebond, magnifique. Et puis le Bayern qui se balade comme d'habitude. Hein. Le Bayern, comme d'habitude, 4-0. Hein. Avec Lewandowski, comme d'habitude. Si vous voulez des paris faciles, tous les week-ends, vous mettez un but de Lewandowski. Hein. C'est à peu près, ça tombe à peu près une semaine, toutes les semaines. Haaland, voilà, il est blessé, mais tu peux mettre Haaland avec. Hein. Exactement. Ouais. Leipzig qui a gagné 4-1.
Vas-y, Mehdi, ouais. Entre vous, entre Chiam qui parlait de Ten Hag et Kevin qui parlait de Dortmund, je pense qu'il faut quand même en parler du match de Ligue des Champions qui s'est passé, l'explosion en vol de Dortmund. Non mais, et c'est pour ça que je dis que l'Ajax est vraiment possiblement un très très gros épouvantail dans cette Ligue des Champions. Parce que là, à l'heure actuelle, on rigole, mais ils rencontrent le Paris Saint-Germain en ce moment. Qui ça, l'Ajax? Imaginons, on est en quart de finale. Le Paris Saint-Germain avec donc 7 joueurs qui courent sur 11. Hein, okay, parce que donc tu as Verratti plus les 3 autres. Et bien, je peux te dire que je ne sais pas à combien se termine le match, mais je pense que c'est un des cartons de l'année. Très honnêtement, tu peux pas ne pas courir contre l'Ajax. Si tu cours pas, tu meurs. Même quand tu cours, tu prends 4-0. Donc imagine. Non, mais Kevin, incroyable. On va clôturer ça. Kevin, qu'est-ce que tu réponds à Mehdi? Non, en fait, sur ce plan-là, je dirais que Paris sera meilleur au printemps et je leur souhaite, je l'espère vraiment de tout mon cœur. Mais en tout cas, le PSG actuel qui joue face à l'Ajax, on a vu le petit Ajax, c'est Bruges. Et on a vu que le Paris Saint-Germain a été bousculé. Bruges qui travaille très très bien, d'ailleurs, soit dit en passant. Donc oui, non, ce que je dis, c'est que le PSG manque de cohésion, manque de ce patron au milieu de terrain. Un Pogba aurait fait énormément de bien parce que c'est quelqu'un qui justement ne lâche pas l'affaire et qui est prêt à remonter les bretelles de ses coéquipiers. Après, bon, il est mal utilisé à Manchester. Peut-être que cet hiver, Paris aura une inspiration. On croise les doigts, on ne sait pas. Il n'a pas encore prolongé du côté de Manchester. Donc voilà, Paris va devoir être malin. Pochettino va devoir travailler, cibler éventuellement les points forts et les faiblesses, mettre en place un système qui permette à tous les joueurs, notamment les offensifs, de leur position préférentielle. Et puis, s'il y a des ajustements à faire, il va falloir faire vite parce que le temps presse. Effectivement. Vas-y, Mehdi, vas-y. Non, je me disais, finalement, tu te dis, ouais, il faut recruter Pogba en plus, etc. Mais la mère de tous les maux du PSG, finalement, en ce moment, c'est plutôt le recrutement de Léo Messi et ne pas réussir à re-signer Mbappé et dégager Neymar. Enfin, honnêtement, si tu te dis, je vends Neymar et Messi, je recrute Haaland, et puis tu en as beaucoup des joueurs, hein, par exemple, tu prends certains joueurs de Leipzig, tu vois, tu as des Slobozai, des gars comme ça, mais tu te dis, mais en fait, ces gars-là, s'ils viennent au Paris Saint-Germain, tu vois, et que tu as Mbappé plus tous ces joueurs-là, en fait, mais c'est fantastique. Tu n'as pas besoin de Pogba, en fait, tu n'as juste pas besoin de Neymar et de Messi. Ils n'ont peut-être pas besoin d'eux sur le terrain, je dirais, parce que d'ailleurs, même quand on n'a pas les internationaux sud-américains, je te parle sportivement. Voilà, le PSG continue de gagner au niveau sportif. Mais après, sur l'extra-sportif, côté Paris Saint-Germain, on a besoin d'avoir ces grands joueurs. On a eu le contrat signé avec Christian Dior qui tenait à tout prix à avoir Mbappé dans l'équipe. Et c'est l'une des raisons qui a poussé le PSG à ne pas céder à l'offre du Real. Parce qu'ils avaient ce contrat dans les tuyaux et ça allait tout faire capoter. Et puis se retrouver en Ligue des Champions sans avoir d'équipementier pour les costumes, je ne dis pas que c'est fâcheux, mais on n'allait pas se retrouver habillé par De Fursac. Ça, c'était une attaque gratuite. Très beaux pantalons à pince. C'était une attaque gratuite parce que l'Olympique de Marseille est habillé par De Fursac. Je ne savais pas. C'est vrai? Mais du coup, non, en plus, tu dis des bêtises, c'est pas De Fursac. Non, c'est Isaac. C'est Isaac, c'était De Fursac il y a quelques années, mais c'est Isaac actuellement. Okay. C'est Isaac et d'ailleurs, ils sont arrivés hier avec un très beau costume, 2 ou 3 pièces, Isaac. Costume pour tout le monde sauf pour le coach. Exactement. Le coach, il bouffe un peu trop. Le coach, il est en survêt. Il prend des stupéfiants. La vérité, c'est sûr, il prend des stupéfiants. C'est impossible que ce soit naturel. D'ailleurs, Giorgi Sampaoli, il a encore pris un carton jaune, hein, comme à peu près un week-end sur 2. Enfin. Bref. Messieurs, on va clôturer cette édition spéciale OM Paris Saint-Germain. Kevin, Chiam, merci beaucoup d'avoir pris de votre temps et d'avoir participé. Vous revenez quand vous voulez, vous le savez. Bon séjour en Croatie, Kevin. Profite bien à Zagreb. Il fait beau en Croatie, là? Ouais, c'est l'hiver. Là, je suis arrivé dans le futur. Ah, d'accord. Je suis passé à l'heure d'hiver avec une semaine d'avance. Oh, dur. Très, très dur. Chiam, j'ai apporté les gants. Chiam, tu reviens quand tu veux. Mehdi, merci d'être arrivé, même si tu es un peu en retard. Merci d'avoir participé. Merci à tous dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo, liker la page Twitch, partager, faire ce que vous voulez.
pouvez retrouver le podcast directement après l'émission et la vidéo sur YouTube aussi juste après. On se retrouve la semaine prochaine. Passez une très belle semaine. Faites attention à vous. C'était la 93e. Ciao tout le monde. Ciao les gars, ciao.